Celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Maud Stéphan, la déléguée générale de l'association Réalité du dialogue social. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire cette session, mais plus largement d'ouvrir notre semaine du dialogue social en région, puisque c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous avions fait 4 conférences dans 4 régions et on nous a dit que c'était plutôt réussi, instructif, et on nous a invité à recommencer, donc d'où cette deuxième semaine. Alors, on fait toujours quand même la partie, la moitié est de la France, hein, puisque aujourd'hui Strasbourg, demain Lille, ensuite Paris La Défense, parce que l'Île-de-France est une région, et pour terminer à Lyon. Voilà, donc on essaiera l'année prochaine peut-être de se décaler un peu vers l'ouest. En tous les cas, là, aujourd'hui, on s'est décalé vers l'est à Strasbourg, puisque l'année dernière, nous étions déjà présents dans le Grand Est, mais à Reims. Autrement, nous avons souhaité aussi investir une thématique importante pour le dialogue social aujourd'hui, mais surtout de demain, c'est-à-dire l'engagement des jeunes dans la représentation collective, l'engagement des jeunes dans le dialogue. Et nous avons décliné ce thème sur ces 4 conférences. Donc aujourd'hui, ce soir, l'engagement syndical. Demain, nous parlerons davantage de l'engagement dans un mandat, avec ou sans étiquette syndicale. Mercredi, à Paris, nous intéresserons aux collectifs revendicatifs. Et quelle est la place des jeunes dans ces collectifs revendicatifs? Et puis, pour terminer, à Lyon, sur les collectifs également, mais plutôt dans l'engagement sociétal pour des causes. Voilà un petit peu le panorama que nous proposons de faire sur toute cette semaine. Sur l'engagement aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va être fidèle à l'ADN de notre association. Je vais en dire quelques mots après, mais c'est-à-dire qu'on aborde la question de l'engagement à la fois en tant que salarié, mais aussi en tant qu'employeur. Qu'est-ce qui fait que j'adhère, que je m'engage dans une fédération professionnelle, dans une relation syndicale d'employeurs. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, ce thème-là, donc nous déclinons lors de cette semaine, mais plus également dans d'autres actions. Je ne sais pas si vous avez vu, nous avons quelques podcasts, 4 épisodes pour le moment, de jeunes qui s'engagent pour différentes causes. Donc, je vous invite à aller écouter ces podcasts sur les différentes plateformes. Et puis, bien sûr, troisième action, qui est la 4e édition de notre baromètre sur la perception du dialogue social par les jeunes. Et nous profitons de ce lancement de la semaine pour vous présenter les résultats de ce baromètre qui a été réalisé cette année par OpinionWay. Donc, Jessie Marius est en ligne, il va vous présenter les résultats. Nous l'avons réalisé en collaboration avec plusieurs organisations, la CFDT, la CFE-CGC, le Force ouvrière, le MEDEF et l'UNSA. Enfin, sur l'association, quelques mots pour vous. C'est une association qui a pour vocation la promotion du dialogue social et qui a la particularité de réunir à la fois des représentants des salariés et des employeurs. Nous comptabilisons à peu près 400 membres. C'est une association qui a une trentaine d'années et nous déclinons nos activités à la fois sur des événements comme cette semaine ou à travers de publications. Enfin, l'association ne pourrait pas vivre sans ses membres, à la fois par les adhésions et par le fait de cette invitation. Et vraiment, je tiens à remercier ce soir plusieurs de nos membres qui se sont investis, qui ont permis que ce soit possible. Donc, Chloé Bourguignon d'ULSA qui va également intervenir, mais aussi Alexandra et Christine de la Mutuelle Générale. Et donc, voilà, c'est l'esprit de l'association de travailler ensemble pour faire vivre le dialogue social. Donc, je passe tout de suite la parole à Alexandra. Merci. Voilà, Migo, qui va nous modérer toute cette soirée. Merci infiniment. Merci pour ce mot d'introduction. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de vous être inscrits, d'avoir répondu présent à cette invitation, que ce soit en présentiel
ou en distanciel. Donc, je suis Alexandra Migaud de la Mutuelle Générale, ça, Maud vous l'a déjà dit, et de manière plus concrète, je m'occupe des relations partenaires sur toute la région Grand Est, au sein d'un service qu'on appelle les relations extérieures à la Mutuelle Générale. Donc, ce soir, nous allons passer les 2 prochaines heures ensemble et ça va se décliner en 3 grands temps. Le premier, Maud vous l'a dit, ce sera la présentation par Jessie Marius d'un baromètre qui a été réalisé par Opinionway pour réalité du dialogue social et qui est intitulé Les jeunes et l'engagement dans le dialogue social. La seconde partie, ou la deuxième partie, devrais-je dire, ça va être les temps d'échange avec nos intervenants que je vais vous présenter juste après. Et sur un troisième temps, il y aura des temps de questions-réponses sur lesquels vous pourrez poser vos questions. Donc, sur la partie technique, dans le chat Zoom, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions et elles seront récoltées et on aura ensuite une alternance de questions-réponses entre la salle et le distanciel. Donc là, j'ai pris mes petites notes parce que je ne voudrais surtout pas me tromper et écorcher le titre de personne. Donc, Jessie pour Opinionway. Bonsoir. Bonsoir Jessie, tu vas bien? Très bien, merci. Et toi, je me permets de te tutoyer. Eh ben, on se permet, tu as raison. Ensuite, en distanciel, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Marion Michaud, qui est présidente de la NDRH Champagne-Ardenne. Bonsoir Sophie, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci Sophie. Dans cette salle, donc, on va commencer par notre invitée Catherine Opalinski, donc, qui est coordinatrice de la section jeunes dans le syndicat belge FGTB, donc Fédération Générale Belge du Travail. C'est tout bon, Catherine? C'est parfait. Chloé Bourguignon, à ma droite, conseillère nationale UNSA du secteur Europe internationale. J'ai tout bon aussi? C'est ça. Inès Djadour, chef de projet transformation Chambre de l'agriculture du Grand Est et anciennement responsable des enjeux de gouvernance d'entreprise du MEDEF national. Et donc, à la technique, nous aurons Maude qui récoltera toutes les questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à les poser. Donc, maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet. Jessie, ça va être à toi de jouer pour la partie baromètre. Merci beaucoup. Alors, Maud, pouvez-vous activer le partage d'écran? Ça doit être bon. Oui, c'est parfait, merci. Alors, est-ce que tout le monde voit bien le baromètre? Oui. Parfait. Alors, un point tout d'abord sur la méthodologie de l'enquête. C'est une enquête qui a été menée très récemment, du 16 au 18 octobre, par Internet. C'est le meilleur moyen pour interroger les jeunes. Et nous avons mené cette enquête auprès d'un échantillon d'environ 500 jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ça nous a permis d'obtenir un échantillon tout à fait représentatif de cette population grâce à la méthode des quotas sur différents critères, le sexe, l'âge, le statut professionnel ou encore la région d'habitation. En préambule, quel est l'état du dialogue social en France selon les jeunes que nous avons interrogés? Alors tout d'abord, nous leur avons demandé, est-ce que selon eux, le dialogue social fonctionne bien ou mal en France? Et on voit que 46% estiment que le dialogue social en France. Donc, c'est voilà, des perceptions qui sont plutôt partagées ici, plutôt mitigées sur l'état du dialogue social en France. Mais quand on interroge les jeunes qui sont actuellement en emploi sur la situation dans leur entreprise, eh ben, on voit que finalement, les choses se passent bien mieux. 67% nous disent que le dialogue social fonctionne bien dans leur entreprise et dans leur administration. Donc, on est finalement sur une perception qui est assez contrastée et c'est ce qu'on voit également quand on rentre un petit peu dans le détail sur les relations entre employeurs et salariés et en demandant aux jeunes de les qualifier. Donc ici, on leur proposait bien une liste d'adjectifs en leur demandant selon eux lesquels caractérisent le mieux les relations entre employeurs et salariés.
Alors, 42% nous disent qu'elles sont compliquées, 35% nous disent qu'elles sont distantes, 27% qu'elles sont conflictuelles. Donc voilà, ici, ce sont sur les aspects négatifs, mais aussi en positif, 20% nous disent qu'elles sont équilibrées. Donc ici, c'est 2 jeunes sur 10. 2 jeunes sur 10 aussi nous disent qu'elles sont constructives à 17%, ou alors qu'elles sont saines à 16%. Et on voit que quand on est dans son entreprise depuis peu de temps, moins de 5 ans, on a des visions qui sont un peu plus positives que quand on est dans son entreprise depuis plus longtemps. C'est ce qu'on constate ici. Et les relations sociales, enfin on le sait, c'est essentiel dans une entreprise et pour différentes raisons que nous avons cherché ici à creuser. Alors en demandant aux jeunes de bonnes relations sociales, à quoi ça sert avant tout? Donc nous leur proposions une liste en leur demandant de sélectionner le premier item et ensuite tous les autres qui ici peuvent s'appliquer. Et on voit que de bonnes relations sociales, ça sert avant tout à la qualité de vie au travail. Ça sert à créer de meilleures conditions de travail pour 62% des jeunes, à développer un climat social apaisé pour 57%, donc ici toujours pour une majorité, hein, ou encore à faciliter la communication entre la direction et les salariés pour 55% des jeunes. Alors, les autres propositions ne sont pas nécessairement, ils ne s'en détournent pas, mais c'est vrai qu'elles sont nettement moins citées pour moins d'un jeune sur 2, et c'est notamment le cas pour la politique de rémunération. Vous le voyez, ça arrive tout en bas de notre graphique, et finalement, on est plutôt dans une vision individualisée de cette politique de rémunération qui serait plutôt entre le salarié et les dirigeants, et non dans quelque chose qui serait plutôt global et collectif. Alors, les bonnes relations sociales, à quoi servent-elles? Mais également, qu'est-ce qui peut les mettre en danger, les fragiliser dans une entreprise? On sait qu'on est dans un moment de grande transition, de grand chamboulement, avec des crises multiples qui s'accumulent. Eh bien, effectivement, c'est même le premier danger qui serait susceptible d'affecter durablement les relations sociales dans les entreprises, cité par 33% des jeunes, mais également les conséquences. On le voit dans les études qu'on mène auprès des jeunes sur l'emploi, la quête de sens chez les salariés, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Eh bien, elle est citée par 31% des jeunes. Les formes de travail alternatives au salariat également qui se développent avec l'attrait pour l'entrepreneuriat, 29%. Dans un contexte de crise économique actuellement, le renforcement des inégalités pour 28% des jeunes qui pourraient venir affecter durablement les relations sociales. Et enfin, autre conséquence de la crise sanitaire que nous avons connue, le développement du télétravail qui s'installe dans les habitudes et qui est cité par 27%. Alors, il y a d'autres transformations sociétales qui pourraient affecter durablement les relations sociales, mais on le voit, elles sont tout de même moins citées, plutôt par 2 jeunes sur 10, et notamment la transition écologique. Et ici, c'est vraiment un point d'attention parce que voilà, la sensibilité environnementale des jeunes, elle est répétée, on en parle beaucoup, on la voit dans nos études, mais quand il s'agit des relations sociales, les jeunes estiment qu'en tout cas, la transition écologique, c'est moins un enjeu pour les relations sociales que le reste. Alors, un des autres enjeux sur le dialogue social, et c'est ce qui oriente aussi les perceptions à son égard, c'est la connaissance du fonctionnement du dialogue social en France. Et c'est ce qu'on a cherché à évaluer ici, et je sais que ça fera partie également des choses dont vous allez discuter lors de votre table ronde. Tout d'abord, le taux de syndicalisation des salariés français. Nous avons demandé aux jeunes si, selon eux, les salariés français étaient plus syndiqués, moins syndiqués, ni plus ni moins syndiqués que les salariés des autres pays européens. On constate que ici, les jeunes ne savent pas vraiment. 3 sur 10 nous disent qu'ils sont plus syndiqués, 3 sur 10 nous disent qu'ils sont ni plus ni moins syndiqués, donc autant que les autres, et puis également 3 sur 10 qui nous disent qu'ils sont plutôt moins syndiqués. Alors, vous allez en parler, mais le taux de syndicalisation en France est bien moindre par rapport aux autres pays européens. Finalement, les jeunes n'en sont pas vraiment conscients ici. Alors, ce qui est assez rassurant, c'est quand on a été impliqué dans un syndicat, dans un mouvement collectif, dans une organisation syndicale, on est un peu plus au courant.
que quand on ne l'a pas été. Donc voilà, il y a vraiment, avec l'expérience, hein, aussi une meilleure connaissance qui s'acquiert parce qu'on a systématiquement un peu plus de 4 jeunes sur 10 selon les cas qui nous disent qu'effectivement en France, les salariés français sont plutôt moins syndiqués. Autre élément pour tester la connaissance du fonctionnement du dialogue social, nous avons demandé aux jeunes, selon eux, les avancées sociales majeures et les droits pour les salariés se jouent avant tout au sein de l'entreprise, au niveau de l'État, au niveau des branches, au niveau européen ou au niveau international. Ici, c'était comme pour une des précédentes questions, nous leur proposons la liste, ils nous sélectionnent un item en premier et ensuite ils peuvent sélectionner tous les autres. On voit que c'est avant tout l'entreprise qui ressort ici, puisque un jeune sur 2 nous dit que les avancées sociales et les droits pour les salariés se jouent au sein de l'entreprise, et même 34% ont sélectionné cette réponse en premier lieu. Ensuite, c'est l'État qui arrive en deuxième position et qui devance, par exemple, les branches ou les secteurs d'activité qui sont assez essentiels pour les droits des salariés, puisque les contrats de travail sont établis en fait à ce niveau-là. Et là, je pense que la place de l'État ici, elle vient de toute la visibilité médiatique récente autour de la réforme des retraites, où c'est vrai que l'État a été énormément associé à ce qui se passe dans les entreprises, aux droits pour les salariés, et ça peut expliquer cette place importante qui est donnée à l'État ici. Alors, les lieux de décision, mais également les acteurs responsables de la gestion des relations sociales. Donc, nous avons demandé, selon les jeunes, qui en était avant tout responsable. Et on voit que les patrons et les dirigeants arrivent en première position, mais devancent assez largement, ça se voit sur le graphique, cités par 33% des jeunes ici, devant les DRH à 20%, les salariés à 18% ou les syndicats à 10%. Et ici, alors, certes, les syndicats arrivent en dernière position, c'est quelque chose c'est un signal et il y a un travail de communication que je sais que vous faites, mais qui doit perdurer pour enfoncer un peu l'importance des syndicats ici, mais finalement, ils sont au même niveau que les autres quasiment, et on voit que c'est vraiment les patrons, en fait, qui sont avant tout identifiés, les dirigeants, qui devancent le reste. Et bien justement, quelle est l'image alors des syndicats pour les jeunes? Avec ici, une première question, c'est une question ouverte. Donc, nous n'avons rien suggéré aux répondants en leur demandant quel est le premier mot qui leur vient spontanément à l'esprit lorsqu'on leur parle des syndicats. À gauche de l'écran, nous avons regroupé les réponses par grand thème. Ce qui ressort en premier lieu, ce sont les actions de revendication. Les réponses sont un peu éclatées, mais c'est tout à fait normal dans une question ouverte. La grève, la manifestation, 10%. La défense des droits des salariés, qui sont cités à 9%. Ensuite, la protection, le collectif, l'entraide, qui ressort comme grand thème, avec l'aide, tout simplement, à 6%, la protection à 4%, ou encore la lutte à 4%. Ici, ce qu'on voit également, c'est que finalement, ce qui a trait au dialogue social ressort peu. C'est plutôt en fin de tableau, à 2%, donc tout à la fin. Et c'est vraiment les actions revendicatives, le collectif qui ressort avant tout. C'est plutôt cette mention, cette idée-là qui est dans l'imaginaire autour des syndicats. En spontané, en premier lieu, mais ensuite, nous avons cherché à creuser les perceptions plutôt en assisté, en proposant une liste d'affirmations aux répondants. Et alors, la première opinion qui est assez forte, on le voit sur les syndicats, c'est cette vocation universelle. 72% des jeunes nous disent qu'on a besoin de syndicats dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, et 64% que les syndicats représentent tous les travailleurs. Et quand on a fait partie d'une organisation syndicale avant, on en est encore plus convaincu de cela. On monte à 74% sur le fait que les syndicats représentent tous les travailleurs. Alors, universalité sur le public, mais également transversalité sur les missions des syndicats. 61% des jeunes nous disent que les syndicats doivent s'occuper des droits des salariés, ce qui est une des missions premières, mais pas que. Aussi de la stratégie d'entreprise ici. Donc voilà, il y a une vraie notion ici d'universalité, de transversalité. Mais dans le même temps, certes, les syndicats s'adressent à tout le monde, mais il y a quand même le sentiment qu'ils s'adresseraient un peu plus à certains
qu'à d'autres, puisque 63% estiment que le syndicalisme s'adresse davantage aux ouvriers et employés qu'aux cadres et aux employeurs. Et également ici, hein, comme point d'alerte, on va dire, à soulever, une concurrence qui peut être perçue avec d'autres types de mouvements, puisque 60% nous disent que les mouvements de citoyens sont plus efficaces que les organisations syndicales pour obtenir de nouveaux droits sociaux, par exemple. Et c'est une perception qui est davantage partagée par les hommes. On a 6 points de plus que par les femmes, où on est plutôt à 54%, par exemple, ici. Alors, finalement, quelle est l'attractivité des organisations syndicales pour les jeunes, hein, et c'est tout l'objet de la conférence du jour. Tout d'abord, sur l'engagement de manière générale, on parle beaucoup de désengagement des jeunes, de perte de sens, etc. Quand on leur demande s'ils seraient prêts ou non à s'engager pour une cause, quelle qu'elle soit, 70% nous disent que oui. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est vraiment la notion de cause. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de s'engager pour quelque chose de concret, pour une véritable cause. Et voilà, on n'est plus dans un engagement général, comme ça a pu l'être auparavant. Et quand on regarde un peu dans les profils, on voit que les jeunes issus des catégories dites supérieures, disons, expriment plus une volonté de s'engager, ils sont 79%, alors que quand on vient plutôt des catégories populaires, on est à 66%. Alors oui, il y a un écart, mais 66%, ça reste quand même une majorité assez certaine. Donc finalement, les jeunes, quel que soit leur profil, ici, nous disent qu'ils seraient prêts à s'engager pour une cause. Et alors, dans quel type d'organisation ils seraient prêts à s'engager, mais également dans quel type d'organisation leur engagement aurait le plus de poids, selon eux? Alors, on voit que les associations ressortent en premier lieu à 40%. Et voilà, pareil, on le voit hein, dans les études qu'on mène, l'engagement associatif des jeunes, il est assez fort. Et il devance le collectif qui aurait plus de poids, selon eux, pour 18%, l'organisation syndicale de salariés pour 16%, ou alors l'ONG pour 15%. Pareil ici, certes, les organisations syndicales sont un peu en retrait, mais en fait, c'est vraiment l'association qui domine. Ensuite, tout le reste est plutôt devancé et finalement, les organisations syndicales sont au même niveau que les collectifs, au même niveau que les ONG ou encore que les organisations patronales ou les fédérations professionnelles. Ce qu'on note ici également, c'est que les hommes estiment davantage que leur engagement aurait plus de poids dans une organisation syndicale de salariés. Ils sont 19% contre 16% ici en moyenne et 13% chez les femmes. Et l'engagement syndical, il est perçu comme un moyen d'action très efficace, hein. Effectivement, il aurait moins de poids que l'engagement associatif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en aurait pas, puisque 75% des jeunes nous disent que quand on est représentant des salariés dans une organisation syndicale ou patronale, on a la possibilité de faire bouger les choses, et 72% disent de même quand on participe à un mouvement collectif. Ici, on voit quand même certains freins, on y viendra un peu après, mais on voit quand même des freins qui se dessinent ici. Déjà sur le sentiment que sa génération est suffisamment représentée. 68% trouvent que les différentes générations ne sont pas suffisamment représentées dans les organisations syndicales. Et on voit de même hein, dans les mouvements politiques, dans les organisations, dans les mouvements écologiques, c'est un peu, voilà, ce sentiment de ne pas être suffisamment représenté, c'est récurrent. Également, le sentiment peut-être de ne pas avoir les capacités de rejoindre ce type d'organisation, parce que 49% nous disent que pour rejoindre une organisation syndicale ou patronale, il faut avoir plusieurs années d'expérience. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez les jeunes qui ont rejoint leur entreprise depuis moins de 5 ans, par exemple. Donc voilà, ce sentiment que pour l'instant, on n'est pas assez capé pour rejoindre ce type d'organisation-là. Qu'est-ce qui motiverait les jeunes à rejoindre une organisation syndicale? On voit qu'il y a 3 motivations principales. Le fait de contribuer à améliorer les conditions de travail de ses collègues, pour 39% des jeunes. Le fait d'être mieux informé sur ses droits,
en tant que salarié ou agent, 37%. Donc voilà, c'est le fait d'aider les autres, mais également soi-même de progresser, de gagner en compétences. Et enfin, le fait de se sentir utile à la vie de l'entreprise, 33%. Et voilà, dans un moment où on parle beaucoup de quête de sens, cette motivation-là est assez importante ici. À l'inverse, quels seraient les freins à rejoindre une organisation syndicale? On en a vu certains. Le fait de manquer de connaissances sur les droits des salariés. Et voilà, ça rejoint la perception qu'il faut avoir plusieurs années d'expérience pour pouvoir s'engager. Voilà, le sentiment qu'il faut des compétences pour rejoindre une organisation syndicale. Le manque de temps, 28%. Et ça, c'est quelque chose pareil qui ressort dans de nombreuses études sur l'engagement. Les jeunes sont vraiment à la recherche d'un engagement à la carte, de quelque chose qui soit souple, qui soit pas particulièrement rigide. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lesquels il faut vraiment rassurer sur le fait que ça prend pas beaucoup de temps et que si ça en prend, on est capable de s'adapter aux disponibilités des jeunes. Les craintes sur les conséquences négatives sur la carrière professionnelle, 25%. Et c'est important quand on s'intéresse aux jeunes qui viennent de rejoindre une entreprise, par exemple, c'est également quelque chose sur lesquels il faut vraiment les rassurer. C'est s'engager dans une organisation syndicale, c'est pas quelque chose qui freine la progression dans la carrière. Alors voilà, ce qu'on voit, c'est que ce sont finalement des craintes qui sont générales et qui ne traitent pas nécessairement d'une méfiance par rapport aux organisations syndicales, à leur utilité. C'est vraiment comment aujourd'hui on adapte l'engagement dans une organisation syndicale aux attentes et aux aspirations des jeunes de 18 à 35 ans. Voilà pour les résultats de cette étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessie, pour ta présentation qui est vraiment éclairante. Merci beaucoup. On peut t'applaudir. Merci. Et donc, pour le coup, quand on reprend un petit peu les éléments donnés par Jessie, on se rend compte que 36% et seulement 36% des salariés ont conscience qu'ils sont moins syndiqués que dans les autres pays. Alors, pour le coup, moi, je vais avoir deux questions pour Catherine et Chloé. La première, c'est finalement comment s'organise le paysage syndical en Belgique et en France par rapport aux organisations syndicales de salariés et patronales. Tu as la parole. Donc d'abord, bonjour à tous et à toutes. En Belgique, c'est un peu atypique parce qu'il faut savoir qu'on n'a que 3 syndicats reconnus, contrairement à la France où vous en avez de nombreux. Donc déjà, ça facilite le fait de travailler ensemble quand on est limité à 3 organisations. Et alors, on a aussi cet avantage que chez nous, les syndicats s'occupent aussi du paiement d'allocations de chômage. Et évidemment, dès qu'il s'agit de pouvoir récupérer un droit social et de passer par un syndicat, du coup, ça nous permet aussi d'affilier des gens, non pas parce qu'ils croient en la cause et au syndicat, mais aussi parce qu'ils ont un besoin de service qui va être de qualité et de meilleure qualité par les syndicats que par le service public. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'en Belgique, on a 50% de taux d'affiliation au niveau des travailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est particulièrement énorme par rapport aux pays voisins. Faut savoir quand même que cette méthode est contestée notamment par la droite et à chaque élection, la droite veut nous supprimer ce droit, en tout cas cette possibilité d'offrir ce service, notamment pour casser la force syndicale et la mobilisation. Parce que, évidemment, si on perd ce droit, je crois qu'on perdra pas mal de membres. Oui, ça me fait réagir. Il y a eu un ministre fédéral là, qui essaye avec une loi, la loi Van Quickenborne, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une demande. Donc la loi Van Quickenborne, elle est, c'est actuellement, c'est des combats qu'on est en train de mener pour éviter que cette loi passe, qui est une loi liberticide, qui a pour but de rendre responsables les combats syndicaux. Donc, si vous venez militer avec nous, et que pendant la manifestation, vous sortez du chemin qui avait été prévu, organisé avec la police, et que vous faites arrêter, eh bien, vous pourrez être condamné à titre individuel et non plus l'organisation syndicale. Et donc, l'idée de individualiser la responsabilité et donner des amendes, et voire même une condamnation jusqu'à un emprisonnement. Faut savoir que cette loi, ça fait quelques années que différents ministres ont essayé de la mettre en place. À l'époque, c'était... notamment, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les attentats avant. Et donc, chaque fois, c'était sous prétexte qu'il y avait des mouvements avec des rassemblements qui pouvaient mener à des violences et donc à une perturbation de l'ordre public.
qu'il fallait sévir ou en tout cas mieux encadrer, alors que le cadre existe déjà. Donc, et sous prétexte de ça, on modifie et en fait, on va de plus en plus loin pour en fait limiter toute association, finalement, parce que ce ne sont pas que les syndicats, ce sont les autres associations, on pense à Amnesty International et à d'autres, qui eux aussi seraient condamnés en mobilisant et en manifestant. Donc, bien sûr, nous, on est en plein combat en ce moment pour que cette loi ne passe pas, en tout cas pas dans l'état actuel qu'elle est présentée. Et on verra, hein, on verra ce qui arrive. Mais c'est vrai que ça pourrait vraiment saper le combat et ce serait une grosse difficulté pour les syndicats et pour les mouvements sociaux de manière générale. Donc, ouais. Merci Catherine. Chloé, pour toi? Oui, effectivement, en France, on compte un petit peu différemment, savoir combien on a d'organisations syndicales ou patronales. Et notamment, le fruit de l'histoire fait que c'est très intéressant parce que il y a de nombreuses organisations des deux côtés. Ça facilite pas forcément les échanges parce que ça multiplie les acteurs et en même temps c'est une richesse parce que aujourd'hui à partir du moment où les personnes ont envie ou souhaitent se syndiquer, et ben elles ont le choix et c'est cette liberté avec différentes tendances, différentes façons de répondre, de s'organiser, de concevoir le dialogue social. C'est quand même assez intéressant, mais c'est vrai qu'en France on est aussi limité par cette règle de représentativité et mesures d'audience qui fixent des seuils pour pouvoir être reconnus par le gouvernement et avoir des sièges et des places dans différents organismes. Et ce qui fait qu'on a 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales qui ont ce seuil, mais qu'en réalité, il y a plus d'organisations que ça qui aujourd'hui agissent. Et quand je dis plus d'organisations que ça, c'est plus d'organisations à la fois au niveau interprofessionnel, donc qui ont vocation à agir, on va dire, à la fois pour l'intérêt général, mais aussi sur l'ensemble du champ des personnes actives et retraitées en l'occurrence. Et également, on a pas mal d'organisations qui sont sur des champs multiprofessionnels ou sur différentes branches et qui font la richesse du paysage syndical au niveau salarial, mais aussi au niveau patronal. Merci beaucoup, Chloé. Et pour le coup, la deuxième question, c'est, selon vous, quel est le taux de salariés syndiqués en Belgique? du coup, en Belgique, je l'ai dit, on était à 50% de la population. Après, ça se répartit en fonction des 3 syndicats. Donc, je vais vous les citer comme ça pour votre culture. Il y a la CSC qui est le syndicat le plus gros, le plus représentatif et qui est historiquement associé aux chrétiens, au mouvement chrétien. Puis il y a la FGTB qui est donc mon syndicat qui est historiquement associé au mouvement socialiste, qui est en deuxième position, mais on est très proches les uns et les autres. Et puis un syndicat, un troisième qui est arrivé par la suite, donc plus tard, qui est la CGCB, qui est le mouvement libéral. C'est toujours un peu atypique pour nous d'avoir un syndicat qui représente les libéraux. Mais du coup, et ça me fait penser à la présentation qui a été faite juste auparavant, on retrouve souvent dans les profils des cadres, justement, plus au niveau du troisième syndicat plus léger, enfin, plus léger, moins représentatif, on va dire. Mais par contre, à l'inverse, au niveau de la CSC et de la FGTB, donc les 2 syndicats les plus forts et représentatifs, là, vous aurez beaucoup d'ouvriers et de travailleurs employés, etc. Après, dans les 3 syndicats, vous retrouvez évidemment les 3 types de profils, mais c'est juste dans les tendances globales, si je pouvais résumer ça. Et il y a juste une petite partie, parce que j'entends Chloé qui parle du fonctionnement. Il faut savoir qu'en Belgique, donc je vous ai dit, il y a les syndicats, et en fait, on est tout le temps en négociation et en discussion avec la FEB, qui est la Fédération des entreprises de Belgique, et qui est un peu, je veux dire, les syndicats des employeurs de France. Chez nous, c'est ça, c'est la FEB. Et donc, on est supposé travailler et négocier avec eux tout ce qui ne se fait pas au niveau sectoriel. Quand je regardais le fonctionnement et la représentativité, on est plus ou moins au même niveau. Hein, donc, représenter les travailleurs au sein de leurs entreprises, au niveau du secteur, mais aussi au niveau fédéral, en tout cas belge, on parlait de fédéralisme. Et donc, au niveau de l'État belge au complet, ce sera par les présidents et présidentes des 3 syndicats qui vont rencontrer la Fédération des entreprises de Belgique. Et tu as utilisé un mot très important tout à l'heure, syndicat reconnu. Donc, est-ce que tu peux expliquer à nos invités cette notion-là, puisqu'on ne l'a pas du tout en France? Oui, et du coup, c'est ça que j'explique avec la fédération la FEB, c'est que toute négociation va passer entre la FEB et les syndicats. Il y aura à chaque fois une représentation, donc soit de l'un des syndicats, ou souvent les 3 syndicats vont être représentés, vont discuter, que ce soit les accords interprofessionnels, donc
que ce soit l'augmentation, l'AIP, donc la négociation collective de l'augmentation de salaire, tout va se faire en partenariat et ce sera ensuite présenté au gouvernement. Donc, les syndicats sont directement appliqués. Et par contre, oui, il peut exister des petites organisations, mais qui ne sont pas considérées comme des syndicats représentatifs des travailleurs de Belgique. Et donc ça, c'est plutôt dans des secteurs très privés, comme les militaires, ils ont un système de défense entre eux. Mais voilà, mais eux-mêmes peuvent faire appel aux syndicats, un des 3 syndicats. Merci beaucoup, Catherine. Je te donne la parole. Oui, alors nous, on n'est pas, en France, il n'y a pas 50% de salariés qui sont syndiqués, en tout cas pas dans tous les secteurs, malheureusement. Et effectivement, le fonctionnement est un petit peu différent. Les derniers chiffres de la DARES, donc, qui est, on va dire, l'organisme qui fait les études statistiques au ministère du Travail, donne à un peu plus de 10% en moyenne de personnes actives qui sont syndiquées. Mais il faut savoir que c'est très variable selon les secteurs. Par exemple, dans la fonction publique, on est plus proche de 18%. Et ça monte jusqu'à 36% dans la police, par exemple, dans la fonction publique. Les cheminots sont historiquement aussi beaucoup plus syndiqués, plus proches de 20%. Et après, on a des secteurs qui sont très peu syndiqués. Et c'était intéressant, dans les dernières études qui ont été publiées, il y a certains secteurs où il y a une recrudescence de syndicalisation après le Covid et aussi avec un effet sur le mouvement des retraites. Par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, où on passe à presque 6% de syndiqués, alors que c'est un secteur qui historiquement l'est beaucoup moins. Il y a aussi beaucoup de campagnes des organisations syndicales sur ces secteurs-là. On a obtenu des choses, les conditions de travail et les salaires étaient plus bas, et on continue à en revendiquer. Donc, c'est difficile de savoir exactement pourquoi les gens vont se syndiquer plus dans un secteur, parce que c'est forcément multifactoriel. Par contre, la vraie mauvaise nouvelle, c'est qu'on a moins de 3% des jeunes de moins de 30 ans qui sont syndiqués. Et clairement, ça, c'est quelque chose qui traverse, entre guillemets, l'ensemble des secteurs. Et c'est particulièrement préoccupant parce qu'on sait, l'ensemble des études et des enquêtes qui ont pu être menées le montrent, qu'il y a un taux de corrélation très fort entre le fait de syndiquer jeunes et le fait de rester syndiqué. Donc, toutes les personnes qui, aujourd'hui, ne vont pas se syndiquer jeunes, la probabilité qu'elles se syndiquent plus tard dans leur carrière est beaucoup plus faible. Et ça, c'est juste une menace complète sur l'existence même des organisations syndicales. Merci Chloé. Et toi qui as une vision, je dirais, européenne du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que ça donne au niveau européen? Oui. Et bien, du coup, j'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Il y a une moyenne dans l'Union européenne qui est à peu près à 23%, mais qui ne veut rien dire. Je peux vous donner ce chiffre parce que je l'ai cherché et en l'occurrence, il y a assez peu d'études qui le donnent parce qu'il n'a pas de sens en lui-même. On fonctionne plutôt par groupe géographique ou par système. Comme le disait Catherine, il n'y a pas qu'en Belgique où les organisations syndicales peuvent reverser les indemnités chômage ou il y a certains pays également où pour pouvoir bénéficier des accords qui sont négociés par les syndicats, il faut être adhérent au syndicat. En France, on négocie pour l'ensemble des salariés. Par ailleurs, la contrepartie, on a un taux de couverture en termes de convention collective qui est un des plus élevés d'Europe. Ce qui fait qu'en fait, on protège de fait un certain nombre de syndicats par beaucoup de choses, d'accords et d'espaces où il y a des négociations qui se passent. Mais ça va de plus de 70% en Finlande jusqu'à certains pays baltes qui ont des taux de syndicalisation qui sont encore plus bas qu'en France. Ce qu'on constate, c'est que en ce moment, si la baisse des taux de syndicalisation, notamment chez les jeunes, continue, les syndicats en Europe risquent de perdre 11 millions de membres, soit 26% des membres actuels, dans les 4 ou 5 prochaines années. Donc, en fait, la tendance à la baisse du nombre de membres, et notamment du nombre de membres jeunes, est quelque chose qu'on retrouve. Et je vous inviterai, on pourra peut-être partager le lien, la Confédération européenne des syndicats, qui est donc l'organisation au niveau européen qui regroupe des organisations syndicales dans 41 pays, 93 organisations syndicales, a édité un petit guide sur comment attirer les jeunes dans le syndicat. Donc, on va revenir sur les propositions, mais
qui fait ce constat-là qu'en fait, s'il y avait besoin d'avoir un guide et de parler de la syndicalisation des jeunes, parce que même dans des pays, entre guillemets, dynamiques, la déperdition et le nombre de jeunes syndiqués est en baisse quasiment partout. Merci beaucoup. Pour le coup, Inès, Catherine et Chloé, je vais vous demander de vous prêter un exercice qui va rejoindre complètement la présentation qui nous a été faite par Jessie. C'est quand on vous dit le mot syndicalisme, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? À toi l'honneur, Inès. Merci. Un peu à l'image des jeunes qui ont répondu au sondage, le premier mot qui me venait à l'esprit, c'était des chiffres en berne que Chloé vient d'évoquer, donc un peu négatif. Et puis après, je me suis dit, bon, certes, on n'est plus autant au taux d'engagement de 30% qu'on a pu connaître dans les années 50. On était descendu très bas avec effectivement les 11% aujourd'hui. Et pour autant, si on va sur des notions un petit peu plus positives, ça m'amène à penser à la solidarité, à l'engagement. Et Maud l'expliquait dans son introduction, on est aujourd'hui ici pour parler de l'engagement syndical des jeunes. Peut-être que l'engagement, il est différent. Jessie l'a présenté, il y a 70% des jeunes qui sont prêts à s'engager pour une cause. Je suis entre mes deux collègues, je suis sûrement la seule qui n'est pas syndiquée là, entre les deux, mais pour autant, je n'ai pas le sentiment que parce que je ne suis pas syndiquée, je ne suis pas engagée. Et donc, sûrement qu'on est face à une forme de mutation, d'évolution de l'engagement, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter tout au long de la conférence. J'ai déjà dit trop pour un mot pour décrire le syndicalisme, donc je vais laisser mes collègues parler. Merci, Inès. Alors, du coup, moi, quand je donne des animations scolaires, c'est une des premières choses que je fais, c'est de demander aux jeunes, pour vous, c'est quoi un syndicat? Et souvent, ils vont me dire grève, blocage des trains et barbecue. Donc voilà. Et, si je les ai pas, franchement, je suis triste. Donc du coup, je les pousse à le dire. Mais pour ma part, quand je pense syndicat, je pense collectif et droit des travailleurs. Bon, l'image d'Épinal, ils crament des palettes et ils mangent des saucisses merguez, normal, la base. Et chez nous, les meilleurs blocages sont connus. C'est à vie, en gros, c'est une entreprise de viande. Et du coup, c'est parfait parce qu'il y a tout. Il y a les canettes de bière, le blocage, le barbecue et la viande. Voilà, comme ça, vous savez, je vous ai mis une info à tox. Merci, Catherine. Chloé. Oui, alors moi je suis végétarienne, du coup, on n'a pas encore démocratisé les merguez végé sur les barbecues, mais on dégrégé. Ça commence, on y vient. Moi je rejoins Inès, pour moi c'est vraiment la solidarité, le premier mot. Et alors c'est pas quelque chose que j'avais forcément en tête tout de suite en m'engageant, mais ce qui revient à la solidarité au niveau européen et international en fait. Et moi c'est une des raisons pour lesquelles je suis syndiquée, c'est que en fait, des syndicats, il y en a partout, il y en a dans tous les pays, enfin partout dans le moindre collectif, reconnu ou représentatif ou peu importe, il y a toujours des personnes qui vont s'organiser collectivement. Et en fait, on a des homologues partout dans tous les pays. Et c'est vraiment ça ce que je trouve le plus intéressant et une des motivations, en tout cas, derrière mon engagement à moi. Merci beaucoup. Et pour le coup, Inès, Catherine et Chloé, cette image, est-ce que pour vous, elle est plutôt un frein ou une motivation à l'engagement? Alors, si on reprend l'image que Catherine a évoquée, sûrement qu'effectivement c'est un frein. Et c'est dommage parce que quand je pense aux années d'études où on nous parle du syndicalisme, souvent c'est vrai que c'est un peu cette image de révolutionnaire qu'on utilise. Et d'ailleurs, je crois que c'était c'est dans les chiffres du baromètre, pour 42%, les relations étaient plutôt compliquées. Pour 17%, plutôt apaisée et constructive. Et peut-être que c'est cette image-là qu'il faut véhiculer. Moi, mon expérience avec les syndicats, elle est sur un dialogue serein, apaisé, engagé pour obtenir des droits. Donc, en fonction de l'image que l'on prend, sûrement qu'effectivement, c'est plus un frein qu'une motivation. Et puis, peut-être qu'il y a aussi cette image du principe d'égalité des droits sociaux, où finalement, pour les jeunes, s'engager pour quelque chose qui est un peu indu, malheureusement, ça reste compliqué.
Alors, chez nous, l'image des syndicats, on ne va pas se mentir, elle n'est pas embellie par les médias. Je pense qu'après chaque manifestation ou grève organisée par les syndicats, la première chose qu'on verra, ce sera soit une poubelle brûlée, soit une rue avec des déchets, même si la photo n'a absolument pas été prise après cette grève, mais date d'il y a 6 ans. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça sera représenté. Et le nom de vitrines griffées, parce qu'en Belgique, certes, on est très violent. Il nous arrive parfois de brûler des poubelles, mais on n'est pas encore au stade de Paris. Donc, désolé les gars, on a de l'apprentissage. Et donc voilà, et d'ailleurs c'était ça la petite ironie avec la loi Van Quickenborne, parce que, donc la fameuse loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Belgique n'a jamais été autant en sécurité lors de ces démonstrations publiques, et pourtant on n'a jamais eu autant de lois liberticides. Donc, enfin en tout cas cette tentative de... Mais donc, clairement les médias ne nous aident pas, et le banc patronal ne nous aide pas, parce qu'évidemment ils n'aiment pas ça. Donc c'est compliqué, parce que l'image globale n'est pas positive, et après les personnes qui, eux, croient en système, heureusement, essaient d'en donner une meilleure. Et au niveau de la jeunesse, eux, c'est pas vraiment ça qui les dérange, au contraire. Je crois que la jeunesse militante aime qu'il y ait un peu de grabuge dans la rue. Mais par contre, ce qui les dérange, c'est l'image même du syndicat, qui en Belgique, on a un peu ce truc où c'est un syndicat qui défend les vieux emplois. C'est genre mes parents, mes grands-parents qui ont fait carrière dans leur entreprise, qui ont tous des CDD, des CDI, pardon, et qui sont bien installés dans leurs conditions. Et du coup, c'est maintenir et garder les droits qui ont été acquis par l'époque. Et la jeunesse aujourd'hui se dit, mais nous, on s'en fout, entre guillemets. C'est bien de vous maintenir vos conforts, mais nous, on arrive dans une société, désolé pour l'expression, mais de merde, avec des qualités de job et des jobs pourris, des contrats pourris, avec des contrats intérim, des nouvelles méthodes de travail qui, en fait, rendent les jeunes pour des faux indépendants, avec pas de sécurité sociale ou des cotisations sociales rabaissées pour faire des cadeaux à l'employeur. Et du coup, eux perdent au niveau de leur salaire brut et donc, du coup, par la suite, pour leur pension et pour le reste. Donc, en fait, on a une jeunesse qui n'a pas du tout la même réalité de terrain au niveau du monde professionnel que les générations précédentes. Or, les syndicats ont tendance à se focus sur ce qui est existant pour le maintenir, plutôt que lutter vraiment pour améliorer les nouveaux postes qui sont en train d'arriver sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est une difficulté que nous, au niveau de notre service, avec les jeunes FGTB, on essaie de leur faire comprendre pour qu'ils changent un peu leur fusil d'épaule. Merci beaucoup, Catherine. Chloé. Oui, bah, je partage assez ce qui a été dit déjà. Peut-être rajouter, et je trouve que c'est intéressant, on le voit bien dans le baromètre, il y a effectivement cette image de préservation d'un ordre ancien, et on voit le décalage aussi au niveau des genres, les hommes qui se sentent plus proches des organisations syndicales ou qui auraient plus tendance à s'engager dans une organisation syndicale. Je pense que clairement, il y a aussi ce côté vieux mecs qui sont, et certains métiers plus masculins qui sont plus défendus par des organisations syndicales. Alors bah là, en France, on a une espèce d'alignement de planètes où du coup, on a les deux principales organisations syndicales, la CGT et la CFDT, qui sont maintenant dirigées par des femmes. C'était jamais arrivé. Ici, à Strasbourg et même en Grand Est, on a aussi énormément de femmes qui sont à des postes de pouvoir. On a une maire, on a une préfète, on a une présidente du Parlement européen, une secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Enfin, il y a un ensemble d'organisations qui sont dirigées par des femmes, donc ça commence à bouger un peu. Mais je pense que clairement, enfin, sur l'image, on s'identifie aussi aux personnes qu'on voit et qu'on rencontre. Et nous, ce qu'on constate, c'est que pour changer l'image, il y a aussi beaucoup le pair à pair qui joue. Et que quand il y a un travail qui est fait de proximité et d'échange en direct, bien sûr, on n'aura pas la même force de frappe que ce que peuvent donner les médias. Et on a aussi une difficulté sur la façon dont les médias jouent avec les stéréotypes et renforcent les stéréotypes sur les syndicats. Mais tout le travail de proximité qu'on peut avoir et de travail de pair à pair, ça contribue peu à peu à faire changer les organisations syndicales et l'image des jeunes envers les syndicats. Merci Chloé. Pour le coup, je vais m'adresser à Sophie. Toi, en tant que responsable des ressources humaines, comment est-ce que tu perçois les choses de ton point de vue? J'ai remis l'image et le son. Alors oui, j'interviens ici au titre de membre du bureau national de l'association ANDRH. Puis par ailleurs, effectivement, j'ai une expérience de ressources humaines. Il y a un vrai changement de décor et de périmètre, et j'ai bien aimé
la phrase de Madame Bourguignon sur le décalage avec l'ordre ancien, parce que je trouve que les plaques tectoniques sont en train en tout cas, de se regarder, d'autant que nous sommes dans une période de renouvellement des mandats dans les entreprises et que cette fin d'année est très riche en élections, puisque c'est la dernière année par rapport aux 4 ans initialement ouvertes avec les nouvelles instances de CSE, etc. Oui, une image se construit à partir d'échanges avec ses pairs. Oui, les jeunes sont sur beaucoup de sites, beaucoup de réseaux, beaucoup d'univers très différents de ce que des univers dans lesquels les actifs en entreprise stable connaissent. Et du coup, rien que de les accueillir, ces jeunes, en alternance, en stage ou dans des premiers emplois, déjà, ça génère de la découverte et de la curiosité si des deux côtés, il y a cela. Et donc, je termine par cette approche. Si une direction d'entreprise est ouverte à accompagner, je n'aime pas les mots de marketing, d'image d'entreprise, mais accompagner l'intégration des jeunes pour que sur les 3 premières années, ils se sentent dans un univers qui leur donne du sens et dans lequel ils apprennent des choses, il y a quelque chose à jouer du côté des syndicats. Encore faut-il, et ça je vous rejoins, que les syndicats se féminisent un peu plus en entreprise. Que moi, je négocie dans mon poste d'aujourd'hui, je suis en négociatrice branche. Je crois qu'il y a une femme pour 20 interlocuteurs à peu près. Donc, c'est encore très masculin. Et encore faut-il que les actions des organisations syndicales s'ouvrent aux attentes des différents publics. Voilà. Merci Sophie. Parlons maintenant d'attractivité. Justement, quelles seraient les recommandations d'actions, de propositions pour faire venir ces jeunes? Alors, je vais donner d'abord la parole à Sophie, puis on reviendra sur Catherine, Inès et Chloé. Alors déjà, ce que fait la NDRH pour faire venir ces jeunes, c'est que dans l'association, nous accueillons aussi des jeunes responsables en alternance, futurs responsables RH, à découvrir le monde des syndicats, découvrir le monde des inspecteurs du travail, découvrir le monde des RH et se dire ce ne sont pas des mondes étanches en silos qui travaillent en conflit ou en opposition. Il y a de la construction à vivre. Deuxième étape aussi, quand des jeunes sont stagiaires en entreprise, en tout cas c'est ma pratique, de les amener avec moi aux réunions, au maximum de réunions ils peuvent assister, pour aussi voir en vrai ce que signifie une CSSCT, le fonctionnement d'une instance. Il faut juste convaincre les managers. Mais ce juste n'est pas toujours aussi simple. Et puis agir sur l'image, c'est aussi qu'il y a beaucoup de sujets autres à négocier que simplement, c'est pas péjoratif ce que je dis, les sujets d'accords salariaux ou d'accords sur obligatoires. Et beaucoup d'entreprises sont riches dans la palette de leurs sujets de négociation. Du coup, la communication interne a un coup de jeune à prendre, à se poser des questions. Pourquoi pas mettre en place des supports comme des réseaux internes qui permettent des échanges. Il y a beaucoup de choses à construire pour que l'image et du syndicat et des jeunes en syndicat se côtoient mieux, si on peut parler de côtoiement d'image. Mais en tout cas, qu'il y ait des rencontres. Merci infiniment, Sophie. Catherine? Alors, pour nous, déjà, de manière globale, il faut savoir que, donc, je vous ai dit, les 3 syndicats étaient reconnus. Et du coup, le secteur de la jeunesse est également reconnu dans les 3 syndicats, mais vraiment comme à part entière. Nous, les jeunes GTB, c'est considéré comme une centrale au sein des différentes centrales qui représentent les secteurs du monde du travail. Et donc, le fait d'avoir cette reconnaissance et cette existence nous permet aussi de faire tout le temps des partenariats avec les collectifs. J'entendais dans la présentation qui avait été faite juste précédemment qu'il y avait une distinction forte en France, apparemment, au niveau de l'image des syndicats, entre les collectifs et les mouvements, les organisations externes, et puis les syndicats qui se retrouvaient en dessous, finalement. Or, chez nous, dès qu'il y a une mobilisation, les collectifs et les autres organismes vont toujours faire appel aux syndicats pour remettre du pouvoir et de la mobilisation, et de la présence, et du visuel. Donc, on a quand même cette chance d'avoir une reconnaissance forte, médiatique aussi, qu'elle soit positive ou non, et du coup, une attirance pour les autres organismes et faire ensemble.
Donc, c'est aussi, au niveau de la jeunesse, un moyen de se faire connaître et de travailler avec d'autres organisations, d'autres collectifs qui sont aussi menés, portés par les jeunes. En interne, par contre, nous, on mobilise pas mal. On a déjà notre propre réseau de militants jeunes. On crée des assemblées militantes partout en Belgique avec des militants qui portent eux-mêmes des revendications, nos idées politiques, etc. Et comme ça part de la jeunesse, mis en place par la jeunesse, du coup, ça les touche parce que c'est eux qui viennent avec des propositions concrètes d'action, de rassemblement, de formation, avec des demandes bien spécifiques et ponctuelles. Et le fait de les écouter et de montrer qu'on les met en avant et que c'est eux qui ont, entre guillemets, le pouvoir décisionnel en main, eh bien, du coup, et cette autonomie, je crois que ça rend la chose beaucoup plus attirante que précédemment, dans les générations d'avant, c'était les travailleurs ou les syndicats qui disaient aux jeunes, on va faire ça et vous nous suivez. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche plus, ça, aujourd'hui. On a des jeunes qui sont mobilisés, qui ont une conscience, qui veulent faire entendre et porter leur propre voix. Et pour ça, il faut leur donner l'espace pour le faire. Et c'est ce que nous, on essaye de faire au niveau des jeunes FJTP. Et comment on le fait? Je vous ai dit, on donne aussi des formations dans les écoles pour expliquer ce que c'est le syndical, pour expliquer ce que c'est la sécurité sociale, le fonctionnement d'un syndicat, des représentations syndicales, etc. Ça, c'est le volet un peu éducatif. Et donc, on va dans les autres écoles, les universités et même les écoles secondaires pour expliquer ça. Et on le fait un peu partout. Puis après, il y a tout le volet plus militant et formatif. On a créé ce qu'on appelle une école syndicale. Et donc, ça, c'est vraiment des formations idéologiques, comment lutter contre l'extrême droite et identifier la montée de l'extrême droite, les complots. On sait que pendant le Covid et après, il y a énormément de complots qui arrivent. Les théories du complot sont incroyables. Ça vaut la peine de les entendre et de les démonter et surtout de donner des astuces aux jeunes pour comprendre ça. Puis on organise des camps, aussi des camps ludiques et idéologiques. On fait aussi des concerts, des trucs un peu plus culturels et sympathiques, avec toujours une notion syndicale et formative derrière, mais aussi pour promouvoir cette jeunesse et leur proposer des activités qui ne sont pas tout le temps à but de combat. On n'est pas toujours contre, de temps en temps on est pour, et y compris pour la culture. Donc c'est assez divers entre du culturel, du formatif, mais toujours dans l'optique de mettre la jeunesse en avant et de la laisser elle-même décider de ce qu'elle a envie de faire finalement. Moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, les jeunes, oui, ils prennent les choses à partir du moment où ils sont force de proposition et ils portent les sujets, ça fonctionne. Si on est dans l'ancien schéma où ça n'est que du descendant, ça ne peut plus fonctionner. Plus aujourd'hui, en tout cas, nous, on le voit avec la jeunesse, c'est fini, quoi. Et d'ailleurs, sur les campus, nous, on a des conventions avec des jeunes où on leur dit, vous avez un budget de autant, vous nous dites ce que vous proposez avec ce budget-là, et eux-mêmes s'organisent, ils font leur réunion toutes les semaines, ils vont faire le week-end prochain 2 jours de formation où ils invitent d'autres jeunes, et ça marche super bien. On est au courant, on est avec eux, on les accompagne, on fait le côté pratico-pratique, mais on les laisse porter eux-mêmes leurs propres projets, et à ce niveau-là, du coup, on les sent appliqués. Et quand on va à une manifestation contre les magasins Deleuze, je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà, c'est une tentative de franchiser une grosse chaîne belge, on a des étudiants qui viennent faire des blocages à 5 h du matin sur les zonings industriels, quoi. Et ils le viennent parce qu'ils sont motivés et parce qu'ils se sont sentis impliqués dans la lutte. Ils ont compris les enjeux. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Je rejoins totalement ce que vient de dire Catherine. Je pense qu'il faut à la fois déconstruire, transmettre et expérimenter, déconstruire des images qui sont fausses finalement. On est face à une jeunesse qui a une culture de l'immédiateté parce que ultra connectée et donc une action égale un résultat et un résultat concret rapide. Et je pense que c'est hyper important effectivement de pouvoir leur donner cette liberté d'action, cette liberté de voir concrètement les choses peuvent bouger. Déconstruire aussi les faux semblants. Tout à l'heure dans le baromètre, il y avait notamment le volet carrière. Avec Maud, on a interrogé plusieurs autour d'une étude sur les administrateurs salariés portée par Réalité du dialogue social qui va sortir le mois prochain. On a interrogé des présidents de conseil d'administration, des DRH, des secrétaires généraux de différentes organisations en leur demandant quelle était
le positif qui pourrait ressortir pour un administrateur salarié à la fin de son mandat. Et tout ce que j'ai entendu, en tout cas, c'était uniquement des compétences à valoriser, un parcours à valoriser. Donc, il faut complètement déconstruire cette idée. Inès, excuse-moi, je vais vraiment te couper parce que quand tu parles d'administrateur, moi j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est plutôt l'image d'une personne qui est en fin de carrière, voire qui a terminé sa carrière et qui a un rôle plutôt honorifique dans une entreprise. Donc là, par rapport aux jeunes, je m'interroge. Alors, c'est vrai que le taux moyen, l'âge moyen, c'est 54 ans pour un administrateur en France. Mais voilà, c'est jeune, mais oui. J'allais en parler dans le volet expérimenté. Je crois qu'il faut qu'on s'autorise à expérimenter des choses qui sont faites chez nos voisins. Alors, outre-Manche, un peu plus loin, quand il y a des expérimentations qui sont faites notamment au Canada par le groupe Desjardins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier groupe financier coopératif au Canada qui propose à des jeunes entre 18 et 30 ans de pouvoir devenir administrateur, de faire partie d'un conseil d'administration et d'être pleinement engagé comme un administrateur. Et peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on commence à faire en France. Ça permettra sûrement d'abaisser cet âge moyen, même si il s'abaisse d'année en année parce que les conseils d'administration sont un peu, alors peut-être avec un peu plus de retard, mais à l'image des grands sujets. Donc, quand on a vu les sujets audit, on a vu beaucoup de DAF arriver en conseil d'administration. Là, il y a les sujets environnementaux. Et peut-être qu'on verra un peu plus de jeunes porter ces sujets en conseil d'administration. Et pour continuer sur l'idée des jeunes, je crois qu'il y a vraiment ce besoin de transmission, alors que Catherine évoquait. Et au quotidien, je travaille avec des élus et souvent, des élus qui en l'occurrence sont en fin de carrière et qui souvent s'interrogent sur le renouvellement générationnel. Et ils se disent souvent, mais pour avoir des jeunes, pour engager, il faut aussi qu'on partage du positif. Et parfois, quand on est surengagé dans un mandat, on a du mal à partager le positif. Donc, sûrement que c'est aussi une possibilité. Et puis sur l'expérimentation, je vous ai parlé de Desjardins. Il y a aussi sûrement cette idée d'initier, d'ouvrir le champ des possibles et de montrer une autre image des syndicats. Alors, avec Chloé, Chloé dans une ancienne promotion et moi dans la promotion actuelle, on a participé à Social Demain, qui est un programme de réflexion à destination des jeunes de moins de 35 ans qui veut rendre le social désirable et réinventer le modèle hors les murs. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est comment réinventer un engagement dans une société où la durée moyenne en entreprise, elle est plus de 40 ans, on ne fait pas carrière, toute sa carrière en entreprise. Donc forcément, c'est un engagement qui est différent. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci Inès. Alors, on est à la fois sur l'attractivité et l'expérimentation. Je pense qu'effectivement, ça a l'air bateau, mais ce qui me semble important, c'est d'avoir une stratégie et une stratégie sincère, que ce soit une organisation syndicale ou une entreprise. Sophie Marion Michaud le disait, en fait, si on a des RH, des dirigeants qui veulent intégrer des jeunes et avoir un parcours d'accueil, et forcément, ça marche. Mais encore faut-il le décréter, y mettre les moyens pour faire en sorte que ce soit réalisé et pas juste une ligne dans un rapport d'activité. C'est tout bête, mais c'est aussi quelque chose qu'on a rappelé dans le petit guide avec la Confédération européenne des syndicats. En fait, mettez en place une stratégie pour valoriser les jeunes et les impliquer dans vos organisations. Ça a l'air bête, mais en fait, c'est des fois difficile de l'avoir, notamment au niveau interprofessionnel. Je pourrais prendre l'exemple de l'UNSA. Il y a certaines organisations syndicales
dans les entreprises ou dans certaines branches d'activité qui ont des stratégies, qui en ont mis en place. Et en fait, on voit que quand il y a une vraie volonté politique de le faire, ça fonctionne. Je pense particulièrement et encore plus aujourd'hui au secteur de l'énergie. Donc l'UNSA Énergie en alliance avec la CFE-CGC Énergie, ils ont un programme jeune qui s'appelle Ébulescence. D'ailleurs, on a retrouvé un membre actif d'Ébulescence dans la promo sociale demain de cette année. Ils ont mobilisé plus d'une centaine de jeunes sur un temps assez long. Et le résultat, un des résultats très concrets, on l'aura probablement ce soir, puisqu'ils ont les élections, les entreprises, les industries électriques et gazières avaient leurs élections professionnelles là jusqu'à aujourd'hui. Et le résultat de ce programme, c'est non seulement d'avoir des jeunes engagés dans les organisations, mais aussi des jeunes qui étaient prêts et prêtes à se présenter pour un mandat syndical et renouveler. Voilà. Et ils ont été aussi soutenus par un certain nombre de DRH de ces entreprises qui ont vu l'intérêt aussi d'avoir des jeunes dans les organisations syndicales, dans les CSE, dans les espaces de négociation. Donc on voit qu'en fait, quand il y a une stratégie, qu'elle est portée et notamment qu'elle est partagée largement, c'est plus facile. Un autre exemple de l'UNSA, puisqu'on a une ancienne secrétaire départementale de l'UNSA du Bas-Rhin dans la salle, pendant 7 ans, l'UNSA Bas-Rhin avait des jeunes en service civique qui venaient parler démocratie au travail auprès d'autres jeunes. Alors malheureusement, on n'a pas un programme aussi développé que ce que peut avoir la FJTB en Belgique, mais ça fonctionne très très bien effectivement d'aller voir les jeunes en lycée, en CFA, même à l'université, et de venir discuter avec eux, leur parler de démocratie au travail, leur déconstruire certaines choses, leur poser des questions, et puis que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes, forcément ça marche beaucoup mieux. Malheureusement, par manque de moyens, on a dû arrêter ce service civique, mais clairement donner des espaces où les jeunes peuvent construire leurs propres actions et avoir des espaces de décision, forcément, c'est aussi ce qui fonctionne pour attirer des jeunes. C'est pas facile et du coup, il y a une bonne raison pour laquelle c'est pas fait de façon plus massive en France, c'est qu'on a tellement d'actions à mener avec aussi des moyens qui restent limités. Puis du coup, on doit faire tout ça avec une base de membres qui ne grossit pas aussi fort qu'on voudrait. Donc forcément, il y a des priorités stratégiques à avoir. Mais clairement, aujourd'hui, avoir cette priorité de donner des espaces pour les jeunes, y compris au niveau interprofessionnel, national, c'est important. Oui, Catherine. Désolée, j'aime tellement parler. C'est pas vrai. Enfin, si. Mais juste pour ajouter, parce que Chloé, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais. Je trouve ça important. Enfin, nous, au niveau des jeunes FJTB, comme je vous l'ai dit, on essaie de mettre en place du travail pour favoriser la jeunesse. Après, là, je parle vraiment de ma centrale. Et un travail que je dois faire aussi en interne, c'est au sein du syndicat même. Parce que là, pour le moment, par exemple, je suis en train de remettre en place une commission jeunes interprofessionnelle pour encourager de faire le lien justement avec des jeunes étudiants et des jeunes travailleurs et avoir des délégués représentatifs des entreprises pour avoir aussi un peu une diversité du monde du travail et que cette diversité soit confrontée avec des étudiants futurs travailleurs en devenir. Donc déjà, ça, ces commissions, c'est pas mal, sauf que c'est compliqué que les centrales, donc que les syndicats se mobilisent en laissant la jeunesse prendre du temps syndical aussi pour ça. Parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le temps syndical, c'est précieux, quoi. C'est plus que de l'or. Et donc, du coup, c'est compliqué que les structures syndicales elles-mêmes donnent cette priorité aux jeunes. Et ça, c'est vraiment un message que nous, on doit faire un travail en interne au quotidien. Le seul avantage, et je crois qu'il y a un petit éveil qui commence à arriver au niveau des dirigeants chez nous, parce qu'ici, donc, en 2024, on va avoir nos élections. J'entends chez vous que vous êtes en période actuellement, mais nous, c'est en 2024, tout le monde ensemble, les élections sociales et donc le renouvellement des membres et des délégués au sein des entreprises. Et ils ont quand même décidé cette année de faire porter, de mettre le focus sur les jeunes et les femmes, ce qu'ils appellent chez nous des publics cibles. Je vous laisse comprendre tout ce que ça peut sous-entendre. Mais bon, on va dire que c'est une petite victoire en interne. Les jeunes et les femmes sont donc mis à l'honneur pour essayer d'avoir des nouvelles femmes déléguées et des jeunes délégués aussi, et donc renouveler les membres. L'histoire continue. Voilà.
Juste pour compléter quelque chose de concret, des fois, effectivement, ça me fait penser à ce que tu disais, Catherine. Effectivement, c'est des combats qu'on mène dans nos propres organisations en tant que jeunes engagés. Et de temps en temps, on a des victoires, donc on communique aussi sur ça. Au niveau européen, on a un comité jeune, donc avec des jeunes de toutes les organisations syndicales. Et il y a 4 ans, on était au congrès de la Confédération européenne des syndicats à Vienne. Et à un moment donné, je crois qu'il y a quelqu'un en tribune a demandé combien de personnes avaient moins de 35 ans dans la salle. Et on était moins de 10% des délégués avec droit de vote présents dans la salle concernée. Et on s'est dit que c'était vraiment plus possible. Et donc, on a mené une grande campagne pour faire en sorte qu'en fait, il n'y ait pas juste des jeunes qui soient mis en avant parce que ça fait joli sur l'affiche ou que, allez, on avait une place en rab, on la file aux jeunes. Et ça, il y a que de très grosses organisations qui peuvent se permettre de le faire. Et donc, on a réussi à faire adopter un quota désormais au niveau du congrès de la Confédération européenne des syndicats et j'espère très bientôt dans les espaces de décision, il doit y avoir au moins 23% de jeunes, donc près d'un quart. Et voilà, c'est ce qu'on aimerait avoir dans toutes les organisations. Ça peut être généralisé à plein d'organisations, pas que syndicales. Merci Chloé. Finalement, quand je vous écoute les unes et les autres, je me rends compte que les jeunes, lorsqu'ils arrivent dans le monde du travail, le syndicalisme, ils ne connaissent rien. Donc la question que je me pose, mais je connais un peu la réponse, c'est, pour avoir eu des enfants en âge scolaire il y a quelques années, en études, c'est finalement le volet syndical n'est quasiment pas abordé à l'école. Avoir des congés payés, avoir une carte vitale, tout ça, c'est normal, mais il y a une méconnaissance de l'histoire. Et donc, vous avez ce rôle où finalement, il y a un rôle éducatif qui permet de prendre conscience, de leur faire prendre conscience de l'importance d'un syndicat. Je me trompe ou pas? Bah, clairement, enfin, moi, c'est ce que je vous ai dit, on le fait au niveau des jeunes FGTB et on a déjà une demande au niveau de l'éducation, parce que chez nous, c'est compliqué comment ça s'organise, mais l'éducation francophone, où on voulait inclure dans les programmes scolaires d'office, d'avoir un minimum 2 heures pour chaque année de classe à partir de 15 ans, que ce soit mis dans le programme, justement, ça, donc tout le côté historique sur la sécurité sociale, comment c'est arrivé, en tout cas au niveau belge. Il y a d'ailleurs un film chez nous qui est assez utilisé dans le cursus scolaire qui s'appelle Dance et donc qui explique un peu tout le procédé, le monde ouvrier, etc., les représentations, les premières grèves, manifestations, enfin, bref. Donc c'est un petit peu introduit, mais c'est très léger. Et si nous, en tant que syndicat, on n'y va pas avec nos gros bras en disant on va les éduquer, ces futures et futures travailleuses et travailleurs, ben, ça va pas se faire, quoi. Donc c'est vraiment un rôle hyper important. Heureusement, nous, la Belgique, c'est un tout petit pays avec beaucoup de conflits, mais tout petit. Et donc, du coup, ça permet quand même d'aller dans pas mal d'écoles. Et je me dis que pour la France, sachant que votre taux d'affiliation est moins élevé, vous avez peut-être moins de membres que nous et vous avez un pays beaucoup plus grand, ça doit être la bonne galère. C'est ça. C'est ça. Alors, moi, j'ai souvenir d'en avoir quand même entendu un peu parler des syndicats et des avancées sociales dans mon parcours scolaire. Mais peut-être effectivement qu'on a besoin d'avoir cet échange concret avec des personnes qui viennent nous parler de leur expérience et peut-être de parler au-delà des droits sociaux. C'est qu'aujourd'hui, on englobe aussi les droits sociétaux, les droits environnementaux. Et dans l'étude tout à l'heure, tout ce qui était transition écologique est arrivé aux alentours de 19%, alors que aujourd'hui, les syndicats se battent aussi pour ce type de droits sociétaux. On ne les retrouve pas uniquement sur des droits sociaux. Enfin, moi, j'ai souvenir d'avoir travaillé sur des enjeux de RSE avec différents syndicats. Merci beaucoup. Bon, je vais en arriver à ma dernière question, parce que vous l'avez toutes plus ou moins abordée, et je voudrais réinterroger Sophie. Finalement, quid du renouvellement générationnel, Sophie? Quid du renouvellement? Générationnel. Oui. Comment tu le vois? Déjà, si je regarde le paysage, en France, en tout cas, il y a une difficulté majeure concernant les seniors en entreprise, même si on en trouve beaucoup dans les milieux syndicaux. Les entreprises, quand même, ne développent pas les carrières des seniors comme elles le devraient. Là, c'est l'opinion de Sophie Marion-Michaud.
le fait que l'intergénérationnel soit, c'est la condition de vie, c'est une condition d'existence si et seulement si il y a aussi je disais tout à l'heure, de la curiosité des uns vis-à-vis des autres. J'ai bien entendu qu'effectivement les jeunes ont envie, besoin de réalisations concrètes, de résultats rapides. Cependant, une des difficultés, c'est que le rythme ou la marche du temps en entreprise n'est pas forcément aussi rapide que les jeunes le voudraient. Même s'il y a beaucoup de projets, les projets ne se développent pas forcément à la vitesse qu'un jeune voudrait. Et ça, je le vois au travers, enfin nous le voyons au travers des départs au bout de 18 mois ou de 24 mois, ou des personnes qui disent bah là, j'ai fait le tour de mon poste, alors que les projets sur lesquels l'entreprise s'investit peuvent prendre 3 ans, 4 ans ou plus. Et ça fait une vraie difficulté. Et le dernier point sur l'intergénérationnel, c'est que je vais faire un pas de côté. Tant que nos programmes de formation au management n'abordent pas une thématique qui est, quelles sont les valeurs d'un individu, qu'est-ce qu'il apporte dans l'environnement professionnel où il est, quelle curiosité, je reprends ce terme-là, il peut avoir envers d'autres personnes de d'autres âges, de d'autres horizons, de d'autres parcours, eh bien, nous avons du mal, nous, en fonction ressources humaines, à faire se matcher, s'intégrer des jeunes et des moins jeunes, ce qui signifie aussi, c'est vivre un changement de façon, certes, peut-être bousculante, mais on a tous à y gagner. Et c'est nourrissant, cet intergénérationnel. En revanche, beaucoup de personnes, beaucoup de collègues, beaucoup de personnes autour de moi ont l'habitude de fonctionner dans des systèmes de valeurs, des systèmes de vue qui font que l'ouverture n'est pas spontanée. Ça s'entretient. Et tout à l'heure, Chloé parlait de stratégie. Il ne s'agit pas de dire il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des méchants, etc. Non, il s'agit de se dire comment on y va vers cette société d'entreprise un peu plus mélangée, un peu plus mixée, un peu plus ouverte, un peu plus tolérante et un peu plus ferme aussi sur ce que l'entreprise attend, ce que l'entreprise accepte, ce qui peut poser problème. Savoir dire les choses et se les dire. Merci Vaste beaucoup. programme, vaste programme. Merci Sophie. Catherine, par rapport au renouvellement générationnel? Ben, oui, j'ai déjà un peu dit. Moi, je pense que la première chose, si le syndicat va avoir de l'avenir, c'est d'abord de s'adapter à son avenir et donc de changer un petit peu sa vision du monde syndical. Euh, et du coup, c'est aussi en interne mener des combats, on l'a dit, hein, de mettre en place des structures et de mettre la jeunesse en avant. Et quand je parle de jeunesse, je ne parle pas non plus que la jeunesse, c'est aussi les mentalités. On l'a dit, mais chez nous, c'est un peu pas réussi. C'est encore le stéréotype de l'ouvrier mec bien costaud. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple très concret, donc je vous ai parlé, là, on est en pleine campagne d'élection sociale. Et il y a quand même une de nos centrales, qui est la centrale du transport, qui a utilisé à un moment donné comme campagne publique. C'est un syndicat qui a des couilles. Voilà. Évidemment. Alors, quand un syndicat met sur Facebook comme post pour la promotion de sa campagne d'élection sociale que c'est un syndicat qui a des couilles, eh ben, moi, je pense à toutes nos chauffeuses de bus, et Dieu sait qu'il y en a à Bruxelles, qui, a priori, je pense, n'ont pas de couilles. Et du coup, est-ce qu'elles vont être, oui ou non, représentées par cette centrale qui est la leur? Donc, ça, c'est un peu en forme de boutade que je vous le dis, mais il n'empêche que c'est une vérité. Et donc, c'est aussi changer les mentalités en interne et faire en sorte que nos membres délégués et même les travailleurs de la structure ouvrent un peu leur esprit et s'adaptent au monde actuel, y compris dans leur langage, et qui n'oublient pas qui ils représentent. Et c'est des hommes, mais aussi des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont des travaux, qui ont un travail avec un contrat fixe, et tous ceux qui ont un travail précaire. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus. Donc, je pense que c'est vraiment ça en interne. Si notre syndicat veut avoir un avenir, il doit d'abord se poser les bonnes questions et se remettre en question et former ses membres aussi à ça. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des têtes pensantes. Il faut que les travailleurs des structures, mais aussi tous les délégués qui composent ce syndicat, qui soient eux aussi un petit peu formés. Et puis après, au niveau de la jeunesse, moi, en tout cas, mon travail du quotidien, c'est essayer de les sensibiliser, leur apprendre, leur montrer ce que c'est qu'un syndicat et casser les images que nous envoient les médias et les stéréotypes, rendre ce syndicat attractif. Et après, mine de rien aussi, c'est parfois un petit peu calmer les jeunes parce qu'ils sont toujours prêts à la rébellion et si ça va pas assez vite, ils sont frustrés.
Donc là aussi, il faut leur apprendre un peu les mécanismes de la vie, quoi. On ne peut pas tout obtenir tout de suite non plus. Ah Mais bon. bon. Je préfère ce côté-là que l'inverse. Donc, je préfère qu'ils soient combatifs et demandeurs. Voilà. Merci Catherine. Au-delà des choses que j'ai évoquées tout à l'heure, je rejoins Catherine, je suis assez d'accord avec elle sur le fait que c'est un travail, c'est comme une voie à double sens. C'est-à-dire qu'il y a un travail au niveau des syndicats, effectivement, pour se remettre en question. Et puis, il y a aussi un travail pour tout un chacun de se reposer la question assez régulièrement, quelle peut être ma plus-value et est-ce que j'ai envie de m'engager? Je crois qu'aux différents stades de notre vie, on évolue, on a une maturité qui est assez différente. Et tout à l'heure, Maud évoquait un podcast, alors vous le retrouverez sur Réalité du dialogue social, d'un témoignage de pourquoi rejoindre un syndicat plus de 10 ans après sa retraite. Et je crois qu'en fait, à tout âge, il faut se poser la question, c'est pas uniquement voilà, les jeunes, c'est à tout moment. Merci Inès. Oui, très bon épisode de podcast. Un jeune de 75 ans qui a rejoint la CGT et c'est très intéressant d'entendre pourquoi il y va. Je pense que je rejoins ce que disait Sophie Marie-Michaud tout à l'heure. On a un problème avec les seniors aussi en entreprise aujourd'hui, qui sont effectivement rarement reconnus et avec un taux d'emploi qui est très faible en France. On a aussi cette problématique aujourd'hui, ou en tout cas cette opportunité que les mandats syndicaux maintenant sont limités dans le temps aussi. Je fais le lien entre les deux parce que dans pas mal d'organisations, on récupérait, entre guillemets, soit des personnes qui n'osaient pas prendre un mandat avant la fin de leur carrière, mais qui du coup devaient finir leur carrière comme élu syndical, parfois à tout prix, parce que c'était impossible de revenir dans l'entreprise ensuite. Et on récupère, entre guillemets, aussi des fois dans nos organisations syndicales, des personnes qui, par manque de débouchés professionnels, y compris chez des personnes assez jeunes, voient des débouchés plutôt dans d'autres espaces parce qu'elles n'ont pas pu trouver ces débouchés dans des entreprises. Et je pense qu'il va vraiment falloir qu'on conçoive le dialogue social de façon beaucoup plus fluide et qu'il y ait effectivement moins d'espaces cloisonnés. Parce que ce que disait Inès tout à l'heure sur les administrateurs salariés, quand on interroge les personnes, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une valorisation de parcours qui peut être faite. Et là, de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Avec la limitation de la durée des mandats, on ne va pas pouvoir avoir des personnes qui s'engagent en mandat syndical qu'à partir de 55 ans. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des jeunes élus dans les entreprises et dans les administrations qui vont revenir ensuite en poste et faire plein d'autres choses. Qu'il va falloir le valoriser. Alors, on a eu l'occasion d'en parler à Réalité du dialogue social dans d'autres événements, mais on a un certain nombre d'entreprises qui signent des accords qui permettent de valoriser ces parcours. Moi, j'ai la chance, par exemple, d'en avoir une dans mon administration. Voilà, ça met un petit peu de temps à évoluer. Et je pense que c'est par des accords de ce type, mais y compris avec des discussions au niveau des branches et au niveau interprofessionnel national, que ce côté intergénérationnel pourra être valorisé. Merci beaucoup, Chloé. Merci, mesdames, pour avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ces questions qui sont vraiment importantes. Maintenant, nous en arrivons au troisième temps, qui est celui de vos questions. Donc, j'aimerais savoir si nous avons des questions déjà sur les personnes qui sont à distance. Maud? Et on fera une alternance entre les personnes qui sont connectées à distance et vous ici en salle. Oui, il y a une question de Jean-Baptiste qui est parti. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Est-ce qu'il y avait un lien entre le taux de syndicalisation et la stabilité dans l'emploi? Pardon. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Voilà. Enfin, c'est tacitement que dans la fonction publique, le taux de syndicalisation est plus élevé. Oui, alors dans les endroits où il y a des statuts protecteurs ou des proportions de personnes en CDI plus élevées, forcément le taux de syndicalisation est un peu plus élevé. Par ailleurs, chez les intérimaires, par exemple, on a un taux de syndicalisation qui est beaucoup plus bas, alors que clairement, le fait d'être dans des conditions de travail précaires avec des niveaux de rémunération
pas du tout à la hauteur et beaucoup plus prégnant dans l'intérim, par exemple. Mais donc, effectivement, oui, et on constate notamment, par exemple, à la SNCF, où la fin du statut est arrivée, qu'avec cette fin de statut, donc pour tous les nouveaux embauchés qui ne sont plus au statut, il y a eu une baisse du nombre de Alors, je personnes sais que syndiquées. la question dans ma tête que j'ai mal lue, c'était est-ce qu'il y avait un lien entre justement la difficulté de syndicalisation des jeunes et la difficulté d'accéder à l'emploi stable? Oui, clairement, c'est quelque chose de très lié. En plus, l'arrivée en emploi et l'arrivée en CDI, il y a des études qui mesurent ça, sachant que c'est rare maintenant d'arriver. C'est pas forcément un point d'atterrissage, le CDI, c'est ce que je veux dire. Clairement, est déplacé, je crois que c'est vers 27 ans maintenant la moyenne d'âge, et donc du fait, ça recule l'âge de syndicalisation. Quand on mesure le taux de syndicalisation des moins de 30 ans, forcément, si des personnes sont dans un emploi à peu près stable qu'à 27 ans au lieu de 25 ou 24 avant, ça réduit le nombre de personnes syndiquées. Et c'est vrai que l'enquête de le baromètre Opinionway le montrait bien. Il y a cette idée qu'on n'a pas assez d'expérience pour rejoindre une organisation syndicale. Quand vous restez 1 an ou 2 ans seulement dans une entreprise, si vous avez cette image-là, forcément, vous avez moins tendance à rejoindre une organisation syndicale. Et voilà, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a un certain nombre d'organisations syndicales qui arrivent à faire des bonnes campagnes d'adhésion en axant quasiment toute leur communication sur de l'action sociale. Typiquement, en Alsace, des billets pour Europa Park, ça marche hyper bien, pas besoin d'avoir de l'ancienneté. Non, mais clairement, voilà. Par contre, derrière, une fois qu'on a pu vous avoir des places pour ce parc d'attractions, peut-être on va discuter de conditions de travail et de salaire. Voilà. Nous, on appelle ça des applications barbe à papa. C'est joli. Ouais. Et du coup, pour faire un lien, parce que j'ai senti une notion qui n'était pas existante en Belgique, qui est notamment le fait d'être affilié peut être un problème pour la carrière. C'est un truc où nous, on n'a pas ça en Belgique. Enfin, en tout cas, soit on décide de faire une carrière et on est délégué dans une entreprise et ça ne sera pas forcément un problème. Enfin, à moins que vous soyez quelqu'un virulent de manière générale, vous pourrez avoir un problème délégué ou non. Mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. J'ai été déléguée aussi, en dehors d'être travailleuse pour la structure, j'ai aussi été déléguée. Parce que oui, il y a une délégation au sein même du syndicat. Parce que notre patron est aussi un patron. Mais ça n'a jamais été un frein. Et même quand on parle avec nos délégués, donc les représentants des travailleurs, ce n'est pas un frein de carrière. La seule chose, c'est que c'est vrai que si on décide à un moment donné de devenir détaché à 100% pour le syndicat, et du coup, vous ne travaillez pas ou presque plus pour votre employeur, c'est compliqué de vous dire que vous allez pouvoir évoluer jusqu'au jour où vous allez peut-être un peu lâcher le syndicat pour faire plus de mi-temps, ou en tout cas avoir une possibilité de reprendre vraiment votre travail et vos missions de base qui étaient votre travail. Mais si vous faites votre travail de délégué et en même temps votre travail, on va dire à horaire classique, vous faites votre travail, c'est pas un frein chez nous en tout cas. Et il y a cette couverture du fait qu'il y a une forme de protection, mais pas trop. Voilà, il y a quand même un juste équilibre qui ne vous empêche pas. C'est pas parce que vous êtes sur les listes que d'office, vous savez que jamais vous aurez une possibilité d'évolution au sein de l'entreprise, ça c'est faux. Être sur une liste, ça n'est pas être blacklisté. Voilà, exactement. Exactement. Donc ça c'est important. Et autre chose qui est aussi important, je ne sais pas si ça existe en France, mais nous, on a les mandats jeunes. Et en fait, c'est pour tous les jeunes de moins de 25 ans, s'ils se présentent sur les listes, ils sont automatiquement élus. Contrairement aux autres, où ils ont supposé avoir un minimum de quotas. Alors, évidemment, on se dit c'est génial, parce que autour de vous, vous connaissez beaucoup de jeunes qui sont suffisamment engagés depuis longtemps dans une entreprise avec un contrat stable que pour permettre d'accéder à ce mandat. Alors voilà, non. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne rentrent plus sur le marché de l'emploi à 25 ans avec un CDI et non pas au minimum 6 mois d'entreprise derrière eux quand c'est la période des élections sociales. Donc finalement, et d'ailleurs ça fait partie de nos revendications pour les élections 2024, c'est que voilà, on veut le mettre à 30 ans, ce mandat jeune, qui arrive au moins pour les 30 ans. Et du coup, là, ça permettrait vraiment de représenter la jeunesse et de permettre à ces jeunes de se présenter alors qu'ils n'ont pas d'expérience, qui viennent d'arriver sur le marché de l'emploi, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'intelligent, qui était bon il y a 15 ans et qui n'est absolument plus d'actualité aujourd'hui, vu qu'on l'a dit, aujourd'hui, les jeunes, quand ils arrivent sur l'emploi, c'est des contrats précaires, journaliers ou à la semaine. Donc, il n'y a pas de possibilité de s'affilier ou de se mettre vraiment en mouvement en tout cas, d'être actif et de représenter son syndicat au sein de l'entreprise.
Mais tu as raison, Catherine, sur cette notion d'âge qui a évolué, parce que je pense que ça a été une de mes premières questions lorsque on a préparé cet événement. C'était jeune, oui, mais jusqu'à quel âge? Parce qu'à mon époque, jeune, c'était 25 ans max. Et d'ailleurs, toutes les cartes, tous les avantages jeunes, c'était 25 ans max. Donc aujourd'hui, la jeunesse a pris quelques années. Et par contre, je me rends compte avec effarement que je fais partie des seniors. Et là, je ne veux pas le savoir. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Pour que les personnes puissent entendre. Voilà. Alors, déjà, bonsoir. Dans un premier temps, je m'appelle Laura. Je représente le réseau Express Jeunes ce soir. Mes collègues n'ont pas pu venir. De tout ce que j'ai pu entendre, Madame Catherine, vous aviez parlé de changer de mentalité. Pour ma part, je suis en situation de handicap. Aucun employeur ne veut m'embaucher parce que le handicap fait peur. Donc, comment voulez-vous que les jeunes qui sont dans ma situation puissent être embauchés et être, on va dire, actifs dans la vie de tous les jours? Moi, je me suis engagée très rapidement dans les associations en tant que bénévole. C'est un premier pas dans la vie de tous les jours. Et j'ai fait un service civique, mais qui ne me donne pas le droit d'être embauchée. Quelle serait l'évolution? Alors, en Belgique, si je peux répondre à ça, il faut savoir, mais moi je trouve ça horrible de le dire comme tel, mais pourtant c'est le cas, c'est qu'on a des quotas. Donc on est obligé d'engager, que ce soit des personnes qui ont un handicap, que ce soit, il y a des quotas un peu dans différentes catégories, même pour les femmes. Il y a tout ce système qui est mis en place pour justement encourager et favoriser les personnes qui ont plus de difficultés à trouver de l'emploi. Et le handicap, on ne va pas se mentir, en fait partie. Et donc, le fait d'avoir des quotas, ça permet peut-être à des personnes qui, avant, avaient encore plus de difficultés, d'un tout petit peu solutionner le problème. Après, pour ma part, je trouve ça quand même très péjoratif de se dire qu'on est engagé parce qu'il y avait un quota. Mais malgré tout, ça permet d'ouvrir de l'emploi. Donc, c'est toujours un peu deux poids, deux mesures, je trouve. Et les mesures en Belgique, quand il s'agit de l'emploi, c'est toujours sous deux poids, deux mesures. Il y a une optique qui, de base, est positive, comme par exemple les aides à l'embauche qui sont destinées aux jeunes. Et finalement, quand on gratte un peu, et au niveau de la pratique et de la mise en place, on se rend compte qu'il y a quand même toujours un côté pervers. Et même pour les situations de handicap, où il y a des associations qui, heureusement, offrent un emploi de qualité et stable, et d'autres qui font juste ça pour avoir des aides à l'embauche. Et une fois qu'il n'y a plus personne pour contrôler, ils ne respectent pas leurs conditions. Donc ça, c'est bien désastreux. Mais en tout cas, c'est une piste de solution, mais il y en aura, j'espère, bien d'autres. Inès, Chloé ou Sophie, est-ce que vous voulez réagir en complément de ce que vient de dire Catherine? Non? Oui, on a aussi il y a aussi un pourcentage de personnes en situation de handicap qui doivent être embauchées à la fois dans la fonction publique et dans le secteur privé. Mais clairement, on voit les contournements, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'employeurs qui vont recruter des personnes avec des handicaps invisibles ou peu impactants sur les tâches. Et comme il y a un très faible... le pourcentage de personnes de sexe, je crois que c'est 6%, du coup, est suffisamment faible pour qu'en fait, ça déguise ces quotas-là, entre guillemets, vers des personnes qui ne sont pas les plus éloignées de l'emploi et qui n'ont pas le plus de difficultés. C'est vrai qu'on constate, clairement, il y a, moi, aujourd'hui, nous, au niveau syndical, on essaye d'agir partout, mais clairement, il y a des employeurs qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres et des collectivités, des administrations qui le sont. Je sais que nous, au niveau de sa fonction publique, par exemple, moi, dans mon syndicat, on fait en sorte que toutes les collectivités adhèrent et soient actives au sein du FIPH, qui est le fonds paritaire sur la promotion des personnes handicapées, et mènent des actions hyper fortes. Et en général, il suffit qu'il y ait une personne qui bouge pour que ça entraîne toute une politique, mais clairement, c'est un sujet qui n'est pas assez porté ni par les employeurs, ni par les organisations, ni par les syndicats. Donc, voilà. Mais j'espère que pour ta situation, Laura, ça va évoluer. Ça prend déjà du temps pour tout le monde de trouver du travail, mais qu'en plus, il y a ce frein qui ne devrait pas en être un. J'imagine que ça doit être long de chercher et de ne pas trouver, alors qu'on a des compétences et de la motivation. C'est très compliqué, mais quelle serait l'évolution pour que les syndicats puissent nous aider au mieux
à ce que les employeurs soient favorables à nous embaucher, mais pas seulement, c'est aussi qu'ils arrêtent de regarder le handicap comme quelque chose qui fait peur ou que la différence soit un point de discrimination. Oui, le sujet du handicap en entreprise est sensible et fonctionne bien si effectivement, venant d'une direction générale, il y a une appropriation du sujet et que aussi il y a une prise de conscience que nous sommes aussi devant un fait de génération. En tout cas, dans le groupe dans lequel je travaille, on a identifié que dans moins de 5 ans, on avait beaucoup de personnes qui partaient en retraite, qui étaient dans des handicaps plus ou moins visibles. Je rejoins Chloé Bourguignon là-dessus, et qu'il nous fallait absolument sensibiliser les managers, les salariés sur le fait que déclarer son handicap n'est pas une honte. Alors, ça ne répond pas à la difficulté évoquée par Madame de trouver un emploi, ça répond au fait que beaucoup de salariés hésitent à faire connaître leur handicap par crainte, pour des multiples raisons. Ensuite, une des actions aussi qui est possible, certains groupes le mènent, c'est ouvrir leur campagne d'embauche en contrat à durée déterminée en priorité vers des personnes avec handicap. C'est aussi une façon de mettre le pied à l'étrier sur des métiers qui parfois ne sont pas identifiés comme pouvant le permettre. Et puis, c'est une bataille de très, très longue haleine. Ça, je le vis de l'intérieur, avec ce qui nécessite à nouveau des temps de formation, des temps de rencontre, des temps d'échange avec la GFIP ou d'autres associations pour que les représentations bougent aussi. Parce que dans le mot travailleur handicapé, il y a en premier pour moi le mot travailleur. Alors, certains secteurs sont plus difficiles d'accès que d'autres. J'ouvre une porte ouverte. J'enfonce une porte ouverte. En revanche, déjà s'intéresser à la capacité de travail en termes de que peut faire la personne, en quoi elle peut occuper un poste et quel type de poste, ça devrait être la, je freine un mot neutre, la phrase clé d'une personne en ressources humaines. Merci Sophie. Maud, est-ce qu'on a d'autres questions à distance? Là, non, et je pense qu'il y a une question dans la salle. Moi, j'aimerais une question. Je voudrais juste rebondir sur le sujet des personnes porteurs de handicap. En fait, je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la société française s'intéresse aux personnes qui sont porteurs de handicap, mais dès l'école. Du coup, ça serait aussi intéressant parce que là, on parle de salariés seniors, par exemple, à qui on dit, effectivement, il faut embaucher des personnes qui sont porteurs de handicap. Sauf que quand ça fait 50 ans que vous n'avez jamais rencontré de personnes porteurs de handicap, que vous ne côtoyez pas de personnes porteurs de handicap, ça peut aussi faire peur. Il faut travailler aussi là-dessus. Faut pas se voiler la face. Le handicap, il n'est pas visible dans la rue. Même les personnes âgées, on a du mal à les voir. Donc, en fait, en France, on vit cloisonné. Chacun, en fait, a un environnement où il évolue et on ne vit pas ensemble. Et après, quand on arrive dans une entreprise, on dit, maintenant, il faut qu'on travaille tous ensemble. En fait, c'est beau, c'est chouette, c'est vrai, l'intergénérationnel. J'ai entendu beaucoup de choses qui sont super sympas ce soir, l'intergénérationnel, travailler effectivement tous ensemble, porteurs de handicap, travailler avec les jeunes, etc. Mais en fait, en vrai, on n'est pas éduqué comme ça en France. On est éduqué d'abord, on va à l'école, on apprend et on nous apprend juste à apprendre à écrire, à lire, mais pas à vivre en société. Et c'est seulement après, quand on arrive dans une entreprise, dans une association, qu'on nous dit, il faut faire comme ça. Il faut travailler en équipe, il faut travailler au niveau intergénérationnel, il faut. Sauf qu'il faut qu'on soit éduqué aussi là-dessus. Et il y a d'autres employeurs aussi, d'autres entreprises qui passent aussi à côté. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis responsable, je n'ai pas été formée à embaucher des personnes porteurs de handicap. On m'a dit un jour, Virginie, il va falloir que tu embauches des personnes porteurs de handicap. Ok, mais c'est quoi cette injonction? Parce que je le prends comme une injonction, parce que je ne suis pas formée à ça. Je n'ai rien contre le truc, c'est que juste, il y a un moment donné, la France, il faut qu'elle travaille aussi avec depuis tout petit sur justement la problématique de l'handicap. Et après, sinon, on paye. Donc, il y a des structures qui décident de payer
20 000, 30 000, 100 000 euros, plutôt que d'embaucher des personnes porteurs de handicap. Donc, ils se voilent la face par rapport à ça et n'osent pas embaucher des personnes en situation de handicap et préfèrent payer une certaine amende au lieu que de recevoir une aide à l'embauche pour ces personnes. Alors nous, on ne se voile pas la face, on est comme on est. La différence, elle est là. On peut vivre avec, ou les autres personnes ferment les yeux et passent à côté de nous en nous disant « ben vous n'existez pas et je ne vais pas vous prendre ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la société, on n'existe pas. Je pense qu'effectivement, le sujet du handicap est vraiment quelque chose d'important. On voit qu'en fonction des entreprises, effectivement, il y a des choses qui sont plus ou moins mises en place. Ça mûrit, ça prend du temps. Maintenant, par rapport à ce soir, effectivement, c'est un sujet qui doit être porté par les syndicats, voir comment ce sujet peut être porté lors de peut-être chaque négociation au niveau de chaque entreprise ou alors au niveau des branches, parce que c'est un sujet de société, c'est une réalité. Et il y a peut-être des personnes en situation de handicap qui, effectivement, sont tout à fait ont les compétences pour des postes. Et ça peut faire peur. Je pense aussi, pour ajouter, c'est bien qu'on parle du handicap aujourd'hui, il y a d'autres thématiques. Je veux dire, l'emploi à difficulté, voire précaire, il est dans différentes situations, dans la situation d'être porteur d'un handicap. Puis je pense aussi à tout ce qui est travailleurs sans papier aussi. Je ne sais pas pour vous, mais en Belgique, il y en a énormément. Ils sont même engagés par l'État, parfois. Par exemple, une des stations métro, qui est une des stations les plus connues à Arlois pour des Bruxellois. Il y a des photographies de travailleurs sans papier qui ont réalisé cette station métro et qui ont été engagés en noir et de manière illégale par l'État belge. Donc, voilà, on en est là. Et ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de public cible dans lequel on a mis les femmes, dans lequel on met les jeunes, dans lequel on met les travailleurs sans papier, dans lequel on met les personnes porteurs de handicap. Et en fait, il y a énormément de publics un peu sur le côté, comme ça, qui ne rentrent pas dans le moule, dans le cadre, et dont il faut s'occuper, dont les syndicats doivent porter ces personnes-là, les représenter, et notamment, par exemple, en faisant des campagnes de sensibilisation. Et il faut savoir que nous, ça se fait. Il y a des entreprises qui ont cette sensibilité-là, et qui, du coup, vont d'une manière ou d'une autre, au sein même de l'entreprise, faire des campagnes régulières sur différentes thématiques, lutter contre les sexismes, lutter contre les comportements racistes ou sexistes, ou aussi, on sait très bien que la cause LGBTQIA+, n'est pas toujours respectée, et les comportements transphobiques sont là aussi. Donc, tout ça, c'est un peu des combats qui sont amenés aux entreprises, et c'est aussi aux syndicats à les amener, et elles peuvent le faire notamment via des campagnes de sensibilisation en interne, et montrer lors des manifestations que les syndicats sont présents aussi. Et là, je pense, par exemple, dimanche 26, chez nous, on a une manifestation contre les violences faites aux femmes. Et les syndicats seront présents aussi. Et ce genre de trucs, d'événements et des combats qu'il faut mener en interne à petite échelle et publiquement aussi s'exprimer sur ces thématiques-là, je pense. Merci Catherine. D'autres questions dans la salle? Oui, justement, ça fait un peu le lien. Donc, alors, sur ces questions thématiques, c'est justement ce qu'on va évoquer jeudi prochain pour finaliser notre conférence, donc sur la question des collectifs. Et justement, est-ce que la question des causes, des thèmes, donc la diversité, la transition écologique, ou d'autres thèmes qu'on va aborder, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de mobiliser les plus jeunes? Puisqu'on voit bien que les jeunes se mobilisent pour des causes. Les jeunes, on l'a vu en France aussi avec les retraites, ça a été un moyen aussi peut-être de redynamisation, notamment du syndicalisme. Donc, est-ce que ce n'est pas par ce biais-là aussi que les organisations syndicales peuvent attirer des jeunes? Est-ce que c'est un facteur d'attractivité? Oui, et je pense que c'est la même, la question de est-ce que des jeunes peuvent plus se mobiliser sur certaines causes? Je pense que notamment pour les personnes handicapées, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'on a eu pendant longtemps des personnes avec des profils assez similaires, avec un moule, avec un cadre général qui était favorisé.
Et on a aussi une sensibilité plus grande d'un très grand nombre de jeunes, pas tout le monde hein, forcément. Et je rejoins Virginie, il y a forcément un rôle dans l'éducation et c'est difficile d'avoir reçu des injonctions et d'avoir été dans un moule pendant des années puis tout d'un coup de devoir en sortir. Mais le fait d'avoir des jeunes qui sont en poste à responsabilité, que ce soit au niveau des postes qu'on leur confie sur leur lieu de travail ou dans des organisations syndicales, devrait pouvoir faire progresser les choses. Et après, c'est aussi les valeurs qu'on porte, nous, en tant qu'organisation syndicale. À l'UNSA, la lutte contre toute forme de discrimination, c'est une valeur qui est cardinale, c'est une valeur qui est très importante. Et du coup, il faut la faire vivre. Et derrière, c'est aussi avec des personnes qui secouent le cocotier en interne en disant, bah, en fait, là, les campagnes sur les personnes et les travailleurs handicapés, c'est pas suffisant, on n'a pas assez signé d'accord. Pourquoi est-ce que tous nos élus n'ont pas porté le message dans leurs instances? Ça prend du temps parce que bah, on part de loin en fait. Donc forcément, alors à la fois ça peut progresser vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais ça va être les mêmes choses sur les questions d'égalité femmes-hommes, enfin des proportions différentes, mais et sur les questions environnementales, c'est en se mobilisant, il y a énormément de champs sur lesquels les syndicats ne s'étaient pas positionnés, et c'est en se positionnant sur ces champs-là aussi en tant qu'organisation syndicale qu'on va parler à un public plus large et notamment qu'on va peut-être attirer des jeunes. Et on pourrait, enfin, je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir sur les différentes causes. Donc, connectez-vous aux dernières journées de journée réalité de dialogue social. Quelle belle transition. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Chloé. Effectivement, la proposition de Maud, je pense que c'est sûrement l'avenir et ce qui permettra d'engager fortement. Moi, au début, il y avait un mot un animal qui me venait en tête, mais le papillonnage, mais papillonner, ça peut avoir cette idée de ne pas être vraiment engagé. Après, je me suis dit, pourquoi pas les abeilles? On a un peu des jeunes qui vont butiner à droite et à gauche parce que c'est un engagement à la carte, ce qui était démontré dans le baromètre notamment. Et c'est peut-être ça, en fait, c'est de pouvoir montrer que l'engagement, il peut être multiple avec des causes qui sont complètement variées, qui vont du droit social pur à effectivement des droits sociétaux ou environnementaux qui prennent de plus en plus d'importance dans la société dans laquelle on vit. Exactement, on a besoin de concret. Eh ben, franchement, c'est vrai. Enfin, en tout cas, en Belgique aussi. Il y a quelques années, je vois d'ailleurs la photo de Greta Thunberg qui est ici, où vous avez sans doute eu pas mal de mobilisation au niveau du climat. Mais en Belgique, ce sont les jeunes qui ont décidé tous les jeudis, pendant 4 mois, je crois, mais tous les jeudis, c'était eux qui s'organisaient. Nous, on était là en tant que jeunesse syndicale pour les aider, amener une camionnette, avoir du son. Puis même la camionnette, ils ont dit, ça va pas pour le climat. Du coup, on prend des vélos cargo. Donc voilà, véridique. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les semaines, les jeunes se sont emparés de la question et n'ont pas eu besoin de structures, de grosses structures comme les syndicats pour l'organiser. Et nous, heureusement, on s'est greffé à ce mouvement et c'est important en tant que syndicat d'être attentif à ce qui se passe autour et de partir du principe, on l'a dit tout à l'heure, un syndicat, ça représente tous les travailleurs et les travailleuses. Peu importe leur âge, peu importe leurs conditions, peu importe leur genre, leur sexe, leurs origines, on représente des travailleurs et des travailleuses. Et même quand on est jeune, enfin nous, on a les jobs étudiants, à 15 ans, on commence à travailler. Et au pire, on est des futurs travailleurs, travailleuses. Et donc, c'est important d'être attentif à ces combats. Et c'est une manière, en effet, de sensibiliser, d'ouvrir notre esprit, de se moderniser, de comprendre la société dans laquelle on est et on grandit, et d'être attentif aux besoins d'un public divers, qui est notamment la jeunesse. Et donc, le climat, c'est hyper important, en tout cas pour les jeunes, c'est important. Comme d'autres thématiques, j'en ai parlé, enfin voilà, le 8 mars, on sait que c'est un jour important. Bon, en tout cas, je suis une femme, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour la jeunesse. En tout cas, chez nous, ça résonne énormément. Il y a énormément de combats qui sont portés et menés par la jeunesse, qui étaient peut-être moins visibles il y a quelques années au niveau des syndicats, et qui aujourd'hui, heureusement, sont intégrés. On a parlé de quotas même au niveau jeune. On parle de quotas au niveau des femmes maintenant, avec une obligation de représentation. On en parle aussi au niveau de responsabilité, de poste à responsabilité. Et puis sinon, en termes de thématiques et d'actualité, enfin voilà, nous, le conflit Israël-Palestine actuellement, hyper touchy, on le sait.
mais nous, la jeunesse, elle veut s'en emparer et elle va vouloir allumer le feu au sein du syndicat pour forcer à faire bouger les choses et qu'on prenne nous aussi position par rapport à ça. Donc, et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que les jeunes nous forcent à un moment donné à se bouger les fesses et à réagir, quoi. Plutôt que nous terrer en se disant c'est trop touchy, c'est trop délicat, on préfère pas en parler. Sinon, les jeunes d'aujourd'hui, on ne bouge pas, rien ne sera fait. Il faut que les jeunes nous engagent rapidement. Je ne dis pas qu'on est dans l'obligation de le faire, mais tout jeune qui s'investit aujourd'hui fera avancer certaines causes pour l'avenir de demain. Merci. Nous arrivons au terme de ces 2 heures que j'ai vraiment trouvées passionnantes. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Non? Alors, pour le coup, je tiens vraiment à, déjà, encore une fois, à vous remercier d'être venus, d'avoir assisté à ces échanges. Je remercie Sophie, Catherine, Inès et Chloé pour la richesse des échanges que nous venons d'avoir.